to you by Globals. This program is brought to you by Globals. Merci de nous retrouver au cœur de cette édition de Regard sur le monde. Récemment, un texte central a été rendu public. Un plan 24 points élaboré par plusieurs grandes puissances, élaboré notamment par les États-Unis, et présenté comme une contre-proposition. Un plan en 24 points, élaboré par plusieurs grandes puissances européennes est présenté comme une contre-proposition crédible face au plan de paix défendu par l'administration de Donald Trump. Ce plan européen met donc en avant les principes fondamentaux, notamment le retour immédiat en cessez-le-feu inconditionnel, le respect de la souveraineté de l'Ukraine et le refus de légitimer toute annexion ou modification territoriale avant qu'un véritable accord de paix soit justement atteint. Il propose aussi les garanties de sécurité pour l'Ukraine, la possibilité d'une reconstruction financée par les avoirs gelés de la Russie et la promesse d'un futur en Europe avec un accès progressif au marché européen et la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Nous analyserons donc le temps de cette réflexion, les enjeux de cette proposition. Qu'en est-il de la crédibilité, en tout cas de ce plan européen? Peut-il aboutir à une paix durable? Quel risque, mais surtout quel espoir au moment où le président Vladimir Poutine a d'ailleurs reçu hier l'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, à l'effet donc de pouvoir statuer davantage sur le plan de paix proposé notamment par la partie américaine. Le président Poutine qui a commenté ce plan de paix proposé par le président Donald Trump. On y reviendra de fond en temps comme dans le cadre de cette édition de Regard sur le monde qui s'ouvre à l'instant même. Vous nous retrouvez à l'antenne. Bienvenue à toutes et à tous nos invités. On les retrouve juste après l'indicatif. Et voilà, merci de nous retrouver donc au cœur de cette haute réflexion de Regard sur le monde, moment où l'Union européenne, par la voix de Ursula von der Leyen, vient d'annoncer effectivement que l'UE est désormais engagée à vouloir maintenir le front de guerre en procédant effectivement par des stratagèmes assez particuliers. On parle d'un emprunt européen pour tenter d'alimenter le front de guerre avec notamment la possibilité de se servir autour des avoirs russes gelés dans la partie européenne. En tout cas, Bruxelles et autres capitales européennes sont effectivement en train d'y voir clair. Il n'y a pas quelques heures, en tout cas, il n'y a pas longtemps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a appelé effectivement qu'il souhaiterait que la guerre s'arrête, qu'elle se termine. Du côté de l'Ukraine, de son territoire, on en parle avec vous. Gamal, vous êtes internationaliste. Merci de nous retrouver au cœur de cette réflexion. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation et merci encore une fois pour le média panafricain. On rappelle que les débats seront ouverts tout à l'heure à Djoudji Younes, qui nous retrouvera tout comme Charlie Kenyé, mais surtout professeur Tapé Grobera, qui ne manqueront pas de nous retrouver dans un court instant. L'effet de continuer donc à poser cette réflexion d'entrée. Alors, Gamal, commentons un temps soit peu la démarche américaine, le plan de paix proposé par Donald Trump en 28 points. Beaucoup ont déclaré, beaucoup d'analystes pensent effectivement que ce plan de paix est davantage un plan pour tenter de contenter la partie russe, puisque plusieurs déshydratats, ou alors, plusieurs déshydratats de la partie russe étaient clairement respectés. La rétrocession des oblasts à la Fédération de Russie, l'appartenance définitive de la Crimée à la Fédération de Russie, l'OTAN qui doit effectivement se retirer. Bref, une véritable politique de démilitarisation de l'espace ukrainien doit être respectée. L'OTAN doit véritablement s'éloigner des frontières russes.
Est-ce que ce plan de paix, de votre point de vue, est davantage favorable à la partie russe, comme semble l'annoncer, l'affirmer plusieurs analystes? Bah, on peut dire effectivement qu'il répond aux attentes des Russes, mais c'est pas qu'il est favorable, c'est qu'il y a une politique de réalisme. C'est un plan de paix qui entérine la possession par la Russie depuis 2014 de la Crimée, qui entérine la possession par la Russie et par la prise par la force des territoires du Donbass, qui sont des territoires malgré tout, on peut en dire ce qu'on voudra, qui ont été pris par, par la force, mais avec une population qui est favorable à la Russie. Donc quelque part, c'est une récupération d'un territoire qui était déjà rattaché quasiment de fait à la Russie. Et surtout le fait que les demandes russes sont des demandes qui correspondent de façon très claire aux accords de Minsk, dont on parle beaucoup en Biélorussie, qui avaient été signés en 2014 et qui n'ont pas été respectés. La problématique, c'est pas que les Russes ne respectent pas leurs engagements, c'est que la partie occidentale, l'OTAN et surtout l'Europe, n'a pas respecté ses engagements, avait une stratégie offensive vis-à-vis de la Russie qui était claire, et que maintenant, après avoir récupéré ce qu'ils espéraient être un nouvel acteur, qui soit un nouvel acteur de la guerre finalement, un pays qui est capable de faire face à l'Union européenne et qui justifie des dépenses mirifiques militaires qui sont proposées par l'Europe, plus de, je crois, de 1000 milliards, enfin, ces chiffres faramineux, eh bien, les Russes, c'est l'ennemi idéal. Donc, c'est vrai que la question qui se pose, c'est quoi? C'est de savoir est-ce que oui ou non, ce plan de paix favorable aux Russes? Bah, évidemment. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la réalité militaire sur le terrain. Est-ce que les Russes vont reculer? Est-ce que les populations du Donbass vont accepter de redevenir ukrainiennes alors qu'elles se sont senties lésées? Évidemment pas. Donc les Américains ont pris acte du fait que la politique du fait accompli militaire, c'est toujours été comme ça d'ailleurs, l'histoire des guerres, ça a toujours été ça. C'est un fait accompli militaire sur le terrain avec une possibilité de sortie de crise. Eh bien, les Américains ont pris acte de cela et proposent les conditions les plus favorables aux Russes et les moins défavorables aux Ukrainiens. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, l'Ukraine a perdu 20% de son territoire. Ce qui va se négocier, c'est savoir si le territoire russe, rattaché, je le rappelle quand même, par un référendum qui a été fait en pleine guerre, évidemment, si ce territoire sera entièrement rattaché ou si des parties vont revenir à l'Ukraine. C'est à ce niveau-là. Concernant la Crimée, c'est historiquement russe, on le sait déjà. Et Sébastopol ne sera jamais lâché par les Russes parce que ça leur a coûté beaucoup d'hommes pour prendre le territoire aux nazis. Et puis surtout, concernant le fait de rattacher l'Ukraine, qui est à la frontière russe directe, cette fois-ci, à l'OTAN, c'est refusé catégoriquement par les Russes et on les comprend. Il y a une offensive inutile de l'OTAN à l'Est, alors que les Russes, pendant 20 ans, se sont comportés de façon quand même très pacifique. Pour d'entrée, on a été rejoint par Jojo Younes. Merci de nous retrouver au cœur de cette réflexion. Bienvenue à vous, cher monsieur. Allez, le temps pour lui de nous retrouver certainement dans les meilleures conditions directes. Mais dans ce plan de paix proposé effectivement par la partie américaine, Gamal, le commentaire russe laisse croire véritablement on est un tout petit peu prudent sur la proposition américaine. Le président Vladimir Poutine a déclaré, je cite, eh bien, le plan de paix proposé par les États-Unis peut servir de base à un accord de paix, mais n'est pas en soi un accord de paix. Comment expliquer cette nuance? Simplement, je dirais que, effectivement, c'est une base d'une négociation. C'est pourquoi il ne parle pas d'accord de paix. D'abord parce que les Ukrainiens ne sont pas encore d'accord pour le signer. Ensuite, parce qu'il y a des contours à redéfinir. Il va falloir améliorer effectivement la proposition qui est faite par les Américains, que les Russes soient satisfaits sur tous les plans, que les Ukrainiens y trouvent leur compte malgré tout, et que les Européens se neutralisent dans leur offensive parce qu'ils veulent continuer la guerre. Il y a une réalité, vous savez, il y a à peu près 300 000 morts côté russe et ukrainien, essentiellement des jeunes qui sont partis en fumée pour rien, pour des choses qui auraient pu ne pas arriver si les accords de Minsk avaient été respectés et si l'Ukraine s'était fédéralisée comme c'était prévu. Ça n'est pas arrivé. Donc aujourd'hui, il y a des réalités. Soit on continue de façon obsessionnelle à pousser à la guerre des gens qui n'ont pas envie de la faire. Il y a quand même 15 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le territoire, dont beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie de servir de chair à canon. Ou de l'autre côté, si on se met dans un terrain de réalisme, les rapports de force étant ceux qu'ils sont, rappelons tout de même ces rapports de force, la Russie, première puissance militaire en Europe, deuxième mondiale, et en termes balistiques et nucléaires, première mondiale, en vérité, avec des capacités offensives terrestres considérables au niveau conventionnel. La Russie, 140 millions d'habitants, avec le plus grand pays de la planète, c'est une fédération d'États. L'Ukraine, 40 millions d'habitants, avec un petit pays, même s'il est grand par rapport à l'Europe, il reste pays très petit par rapport à la Russie. L'Ukraine, dont toutes les industries étaient plutôt à l'Est et qui ont été confisquées ou détruites. L'Ukraine qui est surendettée. L'Ukraine qui a vu un tiers de sa population déserter le territoire. Et l'Ukraine qui aujourd'hui se bat pour sa survie. Est-ce qu'il est logique de pousser jusqu'au bout, d'être jusqu'au boutiste et de détruire littéralement l'avenir d'un pays qui, si c'est négocié aujourd'hui, pourrait sauver ce qui reste à sauver, les 80% de territoire, et avec un endettement record,
espérer peut-être sortir d'une situation dans laquelle, de toute façon, chaque pays qui va en guerre se ruine. Aujourd'hui, l'Ukraine est largement détruite, largement impactée sur le plan économique, largement surendettée, largement corrompue, c'est connu. Il y a beaucoup de rapports qui vont dans ce sens-là, avec des dirigeants qui sont totalement inconséquents. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux que ça s'arrête, parce qu'en réalité, le bain de sang ne profite qu'aux vendeurs d'armes. Alors, sauf que Gamal, au moment où on semble véritablement trouver une issue effectivement à cette guerre, on a plus ou moins l'impression que l'Union européenne ne rend pas contre-courant de la dynamique américaine. D'abord, l'UE semble s'inscrire en faux avec la démarche américaine parce que dans le fond, il s'offusque de ce qu'il soit mis à l'écart de ces pourparlers. Et parallèlement, l'UE propose son plan de paix à lui. Et au moment où on prépare ce plan de paix, eh bien, il y a comme des velléités, en tout cas, de vouloir raviver davantage les fronts de guerre. On y reviendra tout à l'heure sur les récentes déclarations du président Vladimir Poutine hier, qui a d'ailleurs déclaré à l'Union européenne que lui était prêt d'ailleurs à combattre si l'UE venait effectivement à s'attaquer à son territoire. Est-ce que la démarche de l'Union européenne, de votre point de vue, elle est légitime, ce d'autant plus elle dit avoir participé à l'effort de guerre et puis finalement à la retombée semble être aujourd'hui exclue notamment des dynamiques qui pourraient éventuellement apporter la paix en Ukraine? Ce qui a participé à l'effort de guerre, c'est les États-Unis. Du temps de Biden, le changement de pouvoir a changé la donne, évidemment. L'Union européenne s'enracine dans une logique complètement délirante qui consiste à dire on a engagé un processus dans lequel on veut la victoire de l'Ukraine. Sauf que, à part être un petit peu déséquilibré mental, tout le monde sait parfaitement qu'il n'y avait aucune chance de victoire. Les rapports de force sont ce qu'ils sont. Il était impossible que l'Ukraine puisse l'emporter. J'ai rappelé les capacités militaires considérables de la Russie. La Russie, c'était la deuxième puissance militaire contre l'Ukraine, 27e mondiale. Déjà, on commence à être un peu sérieux. Vous pourrez suréquiper un territoire. S'il n'y a plus d'hommes pour le combat, il n'y a plus de guerre possible. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de guerre. S'il n'y a pas de moyens, et surtout s'il n'y a pas de résistance côté territoire supposément occupé, donc le Donbass, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de partisans, il n'y a pas de gens qui font les attentats dans le Donbass. Ils sont très contents d'être russes. Donc, il y a des réalités qui sont réellement posées. Ensuite, l'Union européenne a trahi sa parole. Faut pas oublier. C'est quand même les fauteurs de guerre qui sont à l'origine du problème. Et l'Union européenne voudrait, sans les États-Unis, ce qui est parfaitement délirant, affronter la Russie. Maintenant, il propose quoi? Il propose pas un plan de paix. Il propose le plan dès le départ en disant aux Russes, vous dégagez du territoire, vous rendez ce qui appartient aux Ukrainiens, et on s'en tient là. Et il propose mieux la sécurité pour l'Ukraine, donc ça veut dire un parapluie de l'OTAN, l'entrée dans l'Union européenne, c'est un peu le premier pas vers l'OTAN, l'entrée de l'Union européenne. Il propose un plan qui est parfaitement inacceptable. C'est-à-dire comment les Russes qui ont donné autant d'argent, d'hommes et de matériel vont accepter de revenir sur une victoire acquise en vérité, parce qu'ils ont gagné la guerre, les Russes. Comment pourrait-il accepter cela au profit de l'Union européenne? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ce jusqu'au boutisme de l'Union européenne, c'est juste une façon de justifier qu'un nouvel adversaire est arrivé sur le territoire, qu'il y aurait soi-disant, comme le dit le chef des armées français, une guerre en potentialité en 2030 et qu'il faut commencer à mobiliser. Moi, je pense que les battants en guerre ne sont pas ceux qui font faire la guerre, c'est ceux qui envoient les enfants des autres faire la guerre. C'est intolérable. Les Russes n'ont jamais affiché de velléité d'expansion, c'est pas vrai. Ils se défendent à leurs frontières, faut le rappeler. Et on se souvient du temps, par exemple, des missiles de Cuba. Les Américains ont vu quelques missiles débarquer à Cuba à l'époque et ils ont quasiment failli déclencher une guerre mondiale face à Khrouchtchev. Donc là, c'est pareil. Les Russes vont arriver à l'Union européenne à ses frontières. Ils n'ont pas confiance et on les comprend. L'OTAN devait être dissous après la fin de la guerre froide. Elle a été maintenue de manière très offensive. Il est logique que les Russes demandent des garanties et pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens veulent que leur territoire soit respecté, on peut le comprendre. Si les Russes s'engagent à ne pas attaquer, évidemment que ça sera respecté. Le contraire n'est pas vrai. L'offensive de l'Union européenne est évidente. Donc aujourd'hui, il faut se méfier de ces faux plans de paix qui en vérité sont des plans destinés à endormir la population, à rassurer les Ukrainiens d'une certaine manière et surtout à justifier ces dépenses délirantes qui ont été faites dans une guerre qui de toute façon était perdue d'avance. Qu'on le veuille ou non, il n'y avait aucune chance de victoire. Moi, ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est que les von der Leyen et Macron, et j'en passe les meilleurs, continuent à faire croire qu'il y avait une chance de victoire du côté ukrainien. C'est quand même vraiment criminel de leur part, c'est honteux, c'est une guerre qui a mené nulle part si ce n'est à la défaite des peuples, et c'est une guerre qui effectivement n'a satisfait que les vendeurs d'armes. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Ukraine, durant ces 4 années de guerre, n'a fait que dépenser des sommes faramineuses, n'a fait que se surendetter, et que l'Occident ne fait pas de cadeaux. Quand ils vous envoient un avion, un char de combat, ils le vendent, ils ne le donnent pas. Ils vous disent qu'ils vous financent la guerre, ils ne financent pas. Ils prêtent de l'argent.
C'est un peu comme les États-Unis avec le plan Marshall. C'est pas un plan d'aide à l'Europe, c'est un plan d'endettement de l'Europe pour qu'elle se redresse. Et bien là, c'est pareil pour l'Ukraine. Ils ont surendetté, donc tout le monde y va avec son petit carnet de chèques. Tout le monde va bénéficier effectivement de l'argent des Ukrainiens, des terres, des terres noires, des richesses naturelles du pays, de la force de travail. Donc l'Ukraine aujourd'hui est littéralement atterrée. Ils l'ont littéralement écrasé sous l'endettement, sur 100 ans d'endettement quasiment, on le sait. Et les Européens veulent tirer les marrons du feu. Parce que si les Américains obtiennent un accord de paix, c'est eux qui vont bénéficier du retour sur investissement ukrainien. C'est une vulgaire question d'argent. Malheureusement, c'est les peuples qui payent pour les intérêts privés de certains. Merci à vous. Gamal Abina, Younes Djoudji nous a également rejoint. Je crois que cette fois-là, la liaison est parfaite avec vous. Bienvenue, cher monsieur. Merci, monsieur Ndoum. Comment allez-vous? Nous allons bien. Charlie, nous vous recevons parfaitement, cher monsieur, nous vous recevons parfaitement. Charlie Kenny également en multiplex avec nous depuis Yaoundé. Charlie, bienvenue. Bonjour et bonsoir très particulier à mes illustres compagnons. Je vois la Gamal Abina, je te salue, ça fait un bout de temps, on ne s'est pas rencontrés, on ne s'est pas vu. Je salue et tous les autres. Alors, Charlie, commente-toi un temps soit peu la démarche européenne. Eh bien, elle pense qu'il n'y a pas de plan de paix qui ne soit véritablement aligné sur la vision européenne, qu'il n'est pas possible, effectivement, qu'il y ait une véritable alternative, si ce n'est celle de l'UE en vue, donc, véritablement de consolider, les mots sont bien choisis, de consolider la paix dans un territoire européen. Est-ce que la revendication de l'Union européenne, notamment portée par la France, la Grande-Bretagne et dans une certaine mesure l'Allemagne, semble justifiée aujourd'hui? Non, en réalité, je crois que il faut dire très clairement que nous sommes dans un jeu de mots qui ne veut absolument rien dire parce que les intérêts sont tout ailleurs. Je crois que Gamal est revenu un peu sur les motivations profondes européennes. Vous aurez remarqué que le tout est une question d'argent, c'est une question de retour sur investissement. Et nous savons comment la machine européenne fonctionne aujourd'hui. C'est pas moi qui va venir pour faire remarquer les nombreux scandales qui secouent aujourd'hui Bruxelles. Vous savez que en passant par les questions liées justement à la corruption autant pour moi liée à l'affaire Covid. Vous avez même alors, nous parlons la problématique liée au financement justement de l'Ukraine. Vous savez que les États-Unis sont en train d'enquêter sur une poche de 48 milliards de dollars qui aurait disparu entre Kiev et Bruxelles. Aujourd'hui, beaucoup d'officiels ukrainiens sont cités dans le dossier, selon justement les premières informations qui nous parviennent de cette enquête américaine. Des soucis de liaison avec Charlie. Je crois qu'on prendra Younes Djoudji. Younes, est-ce que vous nous recevez? Allez, Younes, oui, on commente donc avec vous la démarche occidentale. Est-ce qu'il est admissible, effectivement, pour l'Union européenne aujourd'hui d'accepter qu'un plan de paix soit véritablement entériné sans que l'UE ne puisse véritablement avoir un droit, ne serait-ce qu'un droit à la parole? Est-ce que ce ne serait pas véritablement entériner l'idée selon laquelle, eh bien, l'Union européenne est une véritable, c'est clairement vassalisée devant les États-Unis? Est-ce que c'est pas cet enjeu qui se joue davantage autour, eh bien, de ce plan de paix proposé par Donald Trump? Eh bien, pour une fois, l'Union européenne est en train de comprendre que face aux Américains, elle est rangée au même statut que les pays du Sud global. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend la question du Sahara occidental ou quand on prend la question palestinienne, systématiquement, ces territoires occupés lors des négociations, eh bien, les principaux intéressés ont toujours été mis de côté, que ce soit les Sahraouis ou que ce soit les Palestiniens. Lors des négociations, à chaque fois, les parties palestiniennes n'avaient pas voix au chapitre. Et là, pour une fois, les Américains font la même chose à l'Europe. Et l'Europe est en train de vivre ce que vivent en majorité, généralement, les pays occupés du Sud global qui revendiquent leur droit à l'autodétermination et à la liberté. Donc, est-ce que l'Europe est vassalisée
auprès des Américains. Je dirais même pire que ça, elle est inconsidérée par les Américains. C'est-à-dire que les Américains, j'ai l'impression en tout cas, hein, ne comptent pas inviter l'Europe à la table des négociations concernant l'Ukraine et qu'ils ne veulent pas que l'Europe s'invite à la table, spécialement à la table des négociations, car Donald Trump, avec la Russie, veut nouer un partenariat et être l'homme qui a réussi à réconcilier le grand acteur capitaliste avec le grand acteur historiquement communiste ou on va dire russe ou soviétique si vous préférez. Donc voilà, je pense réellement que Trump n'a pas l'intention de se voir voler la vedette par un quelconque pays européen et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle est-ce que les Européens ne sont pas invités à la table des négociations dans la question ukrainienne. Avec nous, effectivement, tu nous expliquer que la démarche Charlie Kenyé, la démarche occidentale, visait clairement à chercher à avoir un retour sur investissement. Oui, désolé pour les aléas du direct. Donc, j'étais en train de dire qu'effectivement, vous aurez remarqué que les enquêtes préliminaires américaines, à l'heure où nous parlons, démontrent très clairement que des officiels de Bruxelles, justement, auraient participé à cette fraude organisée au niveau ukrainien. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des noms qui sortent. On nous cite ici une certaine Kaja Kallas, vous connaissez qui est justement cette dame. Et donc, il y a en réalité toute une mafia, tout un crime, toute une association de crimes organisés, de vol en bande organisée, qui a été justement, qui s'est faite au sommet de l'État ukrainien. Et dans ce deal-là, vous avez des officiels ukrainiens, des officiels européens qui participent justement à cela. Et, indépendamment de ça, il faut également comprendre que le monde est en train véritablement de basculer vers une certaine une multipolarité. Et nous savons très clairement que cette multipolarité ne plaît pas, ou du moins ne font pas les jeux de l'Union européenne. Quand on sait aujourd'hui que leur parapluie, ou du moins le pays qui hier encore garantissait un minimum de sécurité pour l'Europe au sein de l'OTAN, à savoir les États-Unis, est en train véritablement de se retirer de ce que moi j'appellerais des guerres organisées par le dictat américain, parce que vous aurez remarqué que la plupart des dirigeants européens aujourd'hui n'agissent pas dans le sens, ou du moins dans le cadre de la défense des intérêts des peuples européens. On a l'impression qu'il y a une élite européenne qui est véritablement décalée de la base et qui prennent des décisions sur la base d'un certain nombre d'intérêts, sur la base d'un certain nombre de réseaux, dont eux seuls justement répondent. Regardez le niveau de corruption aujourd'hui qui est remarqué au sein de cette institution que nous appelons l'Union européenne. Et vous verrez que cette organisation aujourd'hui est en train de pratiquement se substituer aux États, c'est-à-dire qu'elle exerce une certaine souveraineté qu'elle n'a pas sur des États, et bien sûr avec la complicité des dirigeants européens qui, je ne sais pas dans quelle folie, sont en train d'embarquer leur peuple vers une guerre contre la Fédération de Russie, mais pas une guerre dans le cadre véritablement de défendre les intérêts de l'Europe, mais beaucoup plus dans une guerre qui leur est dictée par des réseaux, par des lobbies pour justement implémenter ou asseoir un agenda qui est contraire justement non seulement à celui des peuples européens, mais également à celui de la paix dans le monde. Nous savons clairement ce qui est en train de se jouer. Vous aurez remarqué que quand vous regardez la situation aujourd'hui en Ukraine, vous verrez que tout tiers des terres arabes ukrainiennes ont été achetées par des fonds d'investissement américains. Vous verrez. Des soucis de liaison avec Thierry. On espère qu'il pourra nous revenir dans un court instant, où commenter davantage avec lui la démarche de l'Union européenne qui veut donc pas effectivement se voir exclure de... Oui, Charlie, on reste avec vous, on a été momentanément interrompu. Désolé, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je disais, dans tous ces mêmes fonds d'investissement, je parlais tantôt de
de la réalité ukrainienne. C'est-à-dire que 2 tiers des terres arabes ukrainiennes aujourd'hui ont été achetées par de grands fonds, des puissants fonds d'investissement américains. Vous verrez que ce sont les mêmes fonds d'investissement américains qui pilotent aujourd'hui un certain nombre de politiques menées par l'Union européenne. Ce sont ces mêmes fonds d'investissement qui, il faut le rappeler également, ont manœuvré justement pour porter à la tête des pays européens un certain nombre de dirigeants, parmi lesquels Emmanuel Macron. C'est la même chose avec Keir Starmer du côté de la Grande-Bretagne. La preuve, c'est que vous verrez que c'est pratiquement ce couple-là qui, aujourd'hui, sont en train de tout faire pour empêcher justement un retour à la paix du côté de l'Ukraine. Et si vous allez analyser, par exemple, un certain nombre de déclarations d'officiels britanniques, je prends le cas, par exemple, de l'ancien Premier ministre Liz Truss, qui rappelait que elle a été forcée à la démission. Par qui? Elle dit très clairement que la Grande-Bretagne n'est pas dirigée, ou du moins la politique menée par la Grande-Bretagne n'est pas dirigée par le gouvernement mis en place, mais qu'en réalité, les décisions se prennent depuis la Banque d'Angleterre. Nous savons aujourd'hui à qui appartient la Banque d'Angleterre. Ce sont ces mêmes réseaux-là qui ont manœuvré justement pour porter Emmanuel Macron au pouvoir. Nous savons également les qui ont été derrière cette montée fulgurante d'Emmanuel Macron, celui qui nous avait été présenté comme étant le qui de la finance, mais qui aujourd'hui, on a vu, ou alors on voit la situation dans laquelle celui-ci a justement embourbé la France. Donc aujourd'hui, vous voyez que ce sont ces réseaux-là qui, en réalité, agissent derrière cette élite européenne, qui ne répondent justement que de ces personnes-là et non des masses qui vient aujourd'hui remettre à jour et même interroger la problématique sur cette pseudo-démocratie qui est inventée. Aujourd'hui, quand vous regardez les dynamiques du côté de l'Europe, vous avez vu, on voit très clairement une volonté manifeste à embarquer les peuples européens vers une guerre contre la Fédération de Russie. On voit les mobilisations qui sont en cours actuellement, que ce soit du côté de la France ou même encore du côté de l'Allemagne, comme quoi on voudrait créer une forme de psychose pour justement maintenir ou du moins justifier ces agendas cachés, ces agendas secrets qui en réalité ne cadrent qu'à une poignée de personnes, à une certaine élite mondiale qui profite à chaque fois qu'elles sont menacées de la guerre pour tenter véritablement de nettoyer leur ardoise. Et aujourd'hui, le contexte est là, le prétexte est tout trouvé. La Russie menace d'intervenir, ou du moins la Russie menace d'envahir tout l'Europe. Or, Vladimir Poutine a toujours été clair dans ses déclarations. Il dit la Russie n'est et ne sera jamais une menace pour l'Europe. Mais la Russie, si l'Europe devient une menace pour la Russie justement agira en conséquence. Et je rappelle dans le cas échéant que l'Europe est justement cette entité-là qui, depuis le début justement des négociations pour un retour à la paix du côté de l'Ukraine, est en train de tout faire, de tout mettre en œuvre justement pour saboter ce processus de négociation. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, loin d'être un acteur neutre ou du moins un acteur intermédiaire, l'Europe aujourd'hui est co-belligérante de la crise en Ukraine. Vous savez que la Fédération de Russie, à travers justement ses services de renseignement extérieur, le SVR, avait mis un certain nombre de généraux de l'OTAN allemands sur écoute. D'ailleurs, je crois que l'une des conversations de ces généraux-là, du temps où ils prévoyaient justement de mener des actes de sabotage contre le pont de Crimée, les conversations avaient été rendues publiques par la Fédération de Russie qui démontrait très clairement leur co-belligérance dans la situation en Ukraine. Nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre de matériels de guerre, un certain nombre d'armements utilisés par les forces armées ukrainiennes sont utilisés ou du moins bénéficient de l'assistance des officiers français, des officiers allemands, des officiers britanniques, spécifiquement des officiers britanniques pour être utilisés sur le front de guerre. Nous savons aujourd'hui que l'Angleterre a eu justement à mener des opérations sous fausse bannière, c'est-à-dire des opérations clandestines secrètes contre un certain nombre d'installations et même d'infrastructures sur le territoire russe, précisément à Crimée, qui montre très clairement que l'élite européenne est engagée justement dans une logique jusqu'au boutiste, dans une logique batte en guerre contre la Fédération de Russie, effectivement, non pas dans l'intérêt, je dis encore, des peuples européens, mais beaucoup plus dans le cadre de préserver un agenda, de garantir un certain nombre d'intérêts, de réseaux, de puissances occultes qui aujourd'hui, ou qui à chaque fois lorsque celles-ci ont été mis dos au mur, ont
utiliser la guerre justement comme prétexte pour essayer justement de se refaire une santé, que ce soit politique ou même encore une santé économique. Et dans le cas échéant, il faut dire qu'on parle beaucoup plus d'argent. L'Ukraine est un enjeu stratégique pour ces pays-là, mais également l'Europe est en train de jouer son bateau parce que une victoire telle que cela est en train de se dessiner de la Fédération de Russie sur l'Ukraine serait un échec cuisant de l'OTAN et bien sûr, l'effet domino pourrait être véritablement d'amener un certain nombre de peuples qui hier encore étaient sous influence ou du moins se vivaient du diktat européen de s'affranchir de cela et bien sûr d'accélérer l'avènement de ce monde multipolaire qui, il faut le rappeler, ferait un mal fou à cette Europe qui véritablement aujourd'hui est en train de vaciller et qui est en train d'aller véritablement vers un déclin. Gamal, commentons la démarche de la France et bien sûr de l'Angleterre qui considère les États-Unis comme une entité extérieure à un processus de paix qui a pourtant cours en Europe. Est-ce que ce serait pas flagrant d'entériner une telle démarche et ce serait véritablement une forme de hold-up diplomatique que feraient là les États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne? L'Union européenne fait semblant de bouger, c'est un peu la bête qui reste quelques petits éléments électriques dans le corps, mais il n'y a pas grand-chose qui va en sortir. Le plan désespéré européen est un plan de paix qui arrive trop tard d'ailleurs, ils auraient dû le proposer avant les Américains. C'est un plan de paix qui ressemble plus à un plan de capitulation russe, donc ça n'a aucun sens. On ne peut pas demander aux vainqueurs de prendre la posture du perdant. Et puis surtout, on oublie toujours que l'Europe essentiellement est protégée par le parapluie américain, je dirais, il n'y a pas d'Europe de la défense. Je veux dire, l'essentiel, il y a un peu de production industrielle anglaise, plus française, c'est vrai. Quasiment rien au niveau Allemagne, au niveau militaire, c'est quasiment marginal. L'équipement est essentiellement américain. Les Allemands ont acheté pour 100 milliards de dollars de matériel américain. Le parapluie est américain, les porteuses de missiles sont américaines. Donc tout ça pour dire que lorsque l'Europe fait semblant de bouger un petit peu pour faire l'intéressante et pour faire croire qu'elle a la possibilité de manœuvrer et de proposer un plan alternatif, c'est juste une façon de... Ils ne le disent pas directement, mais c'est un peu une façon de démontrer sa faiblesse. Parce que clairement, c'est un aveu de faiblesse dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de proposer quelque chose durant depuis 2002, ça fait les 4 ans de guerre. Depuis les 4 ans de conflit, elle n'a pas été en mesure de proposer quoi que ce soit, si ce n'est alimenter la guerre et faire croire aux Ukrainiens qu'il y avait une chance de victoire. Donc les États-Unis ont décidé de faire un holà. Bon, évidemment, Trump est fort en gueule, donc il a annoncé qu'en 24 heures, il réglerait le problème. Bon, on voit bien que c'est plus long. Mais il se rapproche des Russes et il tend vers l'entente. Et le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que dans une négociation, il y a deux aspects. C'est soit on négocie honnêtement, on propose des termes de débat qui permettent de rapprocher les deux positions, c'est ça négocier. Hein. C'est rapprocher les deux positions et accepter les concessions. Ou ça s'appelle un ultimatum. Vous faites ceci ou vous dégagez. La proposition européenne ressemble plus à un ultimatum. Il n'y a aucun intérêt pour les Russes d'accepter les termes du débat. Ils demandent aux Russes de se retirer des territoires conquis par la force. Ils demandent aux Russes de se retirer des territoires historiquement russes. Ils demandent aux Russes d'invalider le référendum du Donbass. Ils demandent aux Russes de garantir une sécurité à l'Ukraine. Et ils demandent aux Russes d'accepter que l'Ukraine devienne finalement membre de l'OTAN. C'est beaucoup trop de concessions. Enfin, c'est même pas des concessions, c'est un ultimatum. Donc moi, quand je pense qu'on propose un plan de paix qui ressemble plus à un plan de pression, il ne faut pas attendre de miracle. Évidemment que les Russes ne vont pas écouter ce plan. Évidemment que les Européens n'ont aucun moyen de toute façon de faire pression sur les Russes et encore moins de garantir une victoire ukrainienne. Donc aujourd'hui, le seul plan sérieux, ce sera le plan qui sera signé entre les États-Unis, évidemment, la Russie, cela va de soi, sur le dos de l'Ukraine, évidemment aussi, parce que l'Ukraine, finalement, c'est un peu comme la question, ça a été évoqué tout à l'heure par Younes, la question palestinienne, celui qui décide, c'est pas celui qui est en bas, hein, c'est celui qui est en haut. Les Palestiniens n'ont pas pu décider de la fin du conflit et de l'arrêt des bombardements massifs. Eh bien, c'est pareil pour les Ukrainiens. Si l'Amérique dit on coupe le robinet, on arrête l'arrivée d'argent et d'armes, le conflit va s'assécher de fait. Donc le plan européen est juste une façon de dire on existe, mais en réalité ils sont parfaitement disqualifiés. Ils n'existent pas et n'existeront jamais dans l'équation ukrainienne. La réponse sera états-unienne et russe, et uniquement états-unienne et russe. Donc assez fatal, Younes, pour la diplomatie européenne, elle qui, durant cette crise a vanté une forme d'unité, on a même vu une forme d'unification, d'unité dans les voies et même dans la démarche. Est-ce que dans ce que décrit Gamal, il évoque effectivement un plan européen qui sera arrivé beaucoup plus trop tard. Alors, est-ce que dans le fond, l'Union européenne ne s'est vraiment jamais préparée à un retour à la normale du côté de l'Ukraine? On commentera tout à l'heure la démarche de Ursula von der Leyen qui pense davantage qu'il faille aujourd'hui continuer à alimenter le front de guerre ukrainien. Est-ce que l'Union européenne aujourd'hui, en un mot,
comme Amir Younes, victime de ses propres turpitudes finalement. Si jamais, comme le conclut d'ailleurs Gamal, le plan sur lequel on devra clairement pinailler, ça sera celui proposé par les États-Unis. Ouvrez votre micro, Younes. Non, Younes, on a du mal à vous entendre. C'est pas si déconnectez peut-être votre casque et parlez librement. Younes? C'est mieux comme ça? Younes? Oui? Oui, allez-y. Oui, allô? Oui, là on vous entend. Oui. C'est pas, soit vous rapprochez votre ordinateur. Du coup, je vais me rapprocher, désolé. Du coup, comme je vous le disais, les Américains sont littéralement ceux qui alimentent l'OTAN, que ce soit d'un point de vue logistique, d'un point de vue des financements ou d'un point de vue du renseignement. Du coup, c'est clairement les Américains qui, comme l'a dit Gamal, ont les cartes en main sur la question, effectivement, de l'Ukraine. Et puis, cette union, effectivement, que vous avez souligné, incarnée par Paris et Berlin, ne ferait au final ni plus ni moins que rendre l'acteur russe comme un acteur de choix pour les Américains, puisque le plan proposé par l'Europe est un plan qui vient supplanter le plan proposé par les Américains. Donc forcément, les Américains vont voir, enfin, en tout cas, vont percevoir ces Européens, en tout cas franco-allemands, comme leur plan, en tout cas, comme un acteur concurrent à leur doctrine, à leur démarche, en tout cas, de paix à travers le plan, parce qu'on peut appeler ça une démarche de paix, à travers leur plan. Donc, au final, ils sont en train uniquement que de creuser leur fossé et d'envoyer les Américains dans le bras des Russes, puisque ce plan, justement, rend l'acteur russe un acteur privilégié dans la négociation plutôt que les Européens qui, eux, ne veulent ni plus ni moins que garder une forme de souveraineté et, comme ils l'ont dit eux-mêmes, une négociation qui se tient sans le pays concerné est une négociation qui ne respecte pas la souveraineté du pays en question. J'aurais aimé qu'ils aient ce souci-là justement dans les questions palestiniennes ou du Sahara occidental qui ont été traitées plus tôt dans l'année, mais comme on dit, tel est pris celui qui croyait. Il y a donc comme une impossibilité de faire bouger les choses dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, au risque de s'intéresser alors de plancher uniquement sur le projet américain. Alors, si tel est le cas, comment expliquer donc, passez-moi l'expression, la gesticulation de l'axe Paris-Berlin de ces derniers jours? Comment est-ce qu'on peut expliquer? Eh bien, parce que déjà, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça mettrait, en fait, si jamais un axe Moscou-Washington se créait, ce serait un axe qui, justement, mépriserait, quand je dis mépriser, c'est-à-dire mettre de côté, qui mettrait de côté, justement, l'Union européenne et la politique et la diplomatie européenne au sein des questions qui les touchent directement, comme l'Ukraine, parce que l'Ukraine est un territoire qui est en Europe, mais qui concerne aussi la Russie. Et donc, c'est là leur crainte. Et c'est pour ça qu'ils proposent un plan, dans mon sens, qui est fait un peu à la hâte, je le trouve assez bâclé, même si d'autres auront d'autres avis là-dessus, d'autres réserves. Et donc, c'est pour ceci que les Européens, aujourd'hui, sont au diapason pour essayer de faire valoir leur plan de négociation de paix, parce qu'ils craignent qu'effectivement, ils soient mis à l'écart dans les questions à venir concernant les questions européennes si un axe Moscou-Washington se crée. Charlie, on vous retrouve avec beaucoup d'intérêt, Younes avec beaucoup d'intérêt, et on se dit, alors est-ce que c'est pas finalement une guerre perdue d'avance que de croire effectivement aujourd'hui que l'on pourrait empêcher l'axe Moscou et États-Unis de pouvoir véritablement se mettre sur pied, puisque là on a reçu hier l'envoyé spécial de Donald Trump du côté de la Fédération de Russie, même si dans le fond rien n'a fuité, on se dit au minima, eh bien, la Fédération de Russie veut partir, en tout cas de ce qu'a proposé le président américain, à l'effet de tenter de voir clair autour du dynamique. D'abord, c'est le fait peut-être pour un retour à la normale du côté de l'Ukraine. Oui, c'est clair. Il est vraisemblable aujourd'hui que la solution au problème ukrainien viendra de ces deux acteurs, russes et américains. La réalité de ce conflit est le suivant, c'est que entre les États-Unis qui veulent véritablement se désengager du conflit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la volonté américaine
à financer ou du moins à continuer à alimenter le conflit, que ce soit en armes ou en moyens financiers. Il y a le fait que l'Europe aujourd'hui manque de moyens pour justement financer ce conflit. Vous aurez remarqué que la demande de la Commission européenne à la Banque centrale européenne pour justement débloquer, je crois, pratiquement 174 milliards d'euros dans les avoirs gelés russes pour justement alimenter le front ukrainien a été refusée. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne a refusé de prélever 174 milliards d'euros dans le cadre des actifs gelés de la Fédération de Russie pour justement les envoyer en Ukraine. Donc, vous comprenez très clairement que cette Europe-là n'a plus les moyens de continuer cette guerre. Déjà que c'est visible même au niveau des économies européennes. Vous savez que la plupart des économies européennes aujourd'hui sont en récession. On voit la vitesse avec laquelle les entreprises font faillite du côté de l'Europe. Donc, vous voyez qu'entre l'absence de volonté américaine ou le désengagement américain, l'absence de moyens européens, la Russie, quant à elle, rassemble les deux. C'est-à-dire que non seulement la Russie a la volonté à poursuivre ce conflit, d'ailleurs Vladimir Poutine, hier encore, le rappelait dans un discours, comme quoi, si l'Europe veut la guerre, eh bien, les Russes sont prêts à faire la guerre. C'est une déclaration assez forte du dirigeant russe qui démontre très clairement que les idées ou du moins les intentions européennes, si elle restait telle qu'elle est, eh bien, elle trouverait justement une réalité qui ne sera pas celle à laquelle elle se sera attendue du côté de la Fédération de Russie. Donc, la Russie aujourd'hui rassemble les deux, c'est-à-dire que l'absence de volonté, elle les a, les moyens également, elle les a. Je crois que tout est réuni justement pour maintenir cette guerre-là. Aujourd'hui, il est clair que l'Europe n'est pas véritablement en train de défendre un quelconque intérêt du côté de l'Ukraine. En réalité, l'Europe est en train simplement de mettre en avant un agenda géopolitique qui correspond effectivement à une poignée d'élites mondiales à travers le Deep State qui, par justement les lobbies dont ils sont maîtres, tels que les complexes industriels-militaires et autres, voudraient imposer justement cette situation de guerre sur le territoire ukrainien et pourquoi pas, je dis, et pourquoi pas amener le monde vers une troisième guerre mondiale parce que il y a également cette hypothèse sur la table. Vous voyez très clairement que la démarche européenne n'eût été l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. La démarche européenne était claire, c'était véritablement d'engager l'OTAN dans le théâtre ukrainien à travers justement l'article 5 de la charte qui prévoit justement l'intervention de tous les pays au cas où un pays serait véritablement attaqué. Or, on voit clairement comment il y a eu toute une propagande au sein des États européens pour démontrer à leur population comme quoi la Russie aujourd'hui serait une menace ou du moins la Russie se préparerait à attaquer ou du moins à envahir les États européens. On a vu comment la Pologne a créé des actes de drone contre son territoire pour les mettre sur le dos de la Fédération de Russie, de nature à alerter Bruxelles sur le danger ou sur la menace russe. On a vu également toute la propagande entretenue au niveau du couple franco-allemand. Vous verrez que même l'arrivée au pouvoir du général Mandon répond à cette réalité. Macron avait besoin d'un chef de guerre je veux dire quoi, acquis à sa cause. Et vous avez bien vu la déclaration de ce chef d'état-major lors de sa rencontre avec les maires de Paris, qui n'était pas le lieu opportun pour justement interpeller les élus à se préparer à ce que des jeunes Français pourront peut-être dans les jours, les semaines à venir être appelés à servir pour aller combattre en Ukraine. Et la question qu'on se pose, c'est pour aller défendre quoi en Ukraine? Qu'est-ce qui menace justement l'intégrité ou la souveraineté française pour que la France véritablement s'engage autant sur le théâtre ukrainien? Donc, vous comprenez que ce sont des dirigeants qui ne répondent que des intérêts qui n'ont rien à voir avec celui de leur peuple. Donc, aujourd'hui, il faut le dire de manière très claire que
la solution à ce problème, il n'est peut-être pas avec le plan de paix à 28 points qui a été proposé par les États-Unis d'Amérique, mais il commence avec ce plan de paix. C'est-à-dire que le plan de paix proposé par les États-Unis d'Amérique, forcément, n'est pas ou ne sera pas accepté par la Fédération de Russie, mais c'est un préalable justement à un retour à la paix. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le média BBC est revenu dessus, rappelant le fait que la Russie n'a pas rejeté les propositions américaines, mais a souligné qu'elles mériteraient ou qu'elles nécessiteraient véritablement un débat bien approfondi. Mais quand vous regardez par la suite, et là je cite les médias politiques qui rappelaient que la position russe aujourd'hui, elle est claire, c'est que sur le théâtre des opérations, ce sont les Russes aujourd'hui qui ont de l'ascendant. À partir de cet instant, la position russe elle est claire. Les Russes savent très pertinemment que, indépendamment des objectifs qui se veulent être de dénazifier l'Ukraine, ou du moins de ramener l'Ukraine à un État neutre, parce que il faut également questionner l'histoire dans ce problème. Je rappelle que lorsque les accords de Minsk sont signés en 91, avec les promesses qui avaient été faites, et là je cite ici James Baker dans ses déclarations, qui faisait savoir qu'aucune juridiction militaire de l'OTAN ne s'étendra d'un pouce à l'Est, parlant justement de ce secrétaire d'État américain, comme quoi il y a eu des garanties qui avaient été données à Gorbatchev pour que nous arrivions à la signature du pacte de Varsovie de 91. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que avec la création de la CEI, c'est-à-dire la communauté des États indépendants, où 15 pays, parmi lesquels l'Ukraine, c'est-à-dire 15 pays qui appartenaient à l'URSS, ont eu leur indépendance, parmi lesquels l'Ukraine, il faut préciser que dans la déclaration d'indépendance d'Ukraine, il avait été mentionné très clairement que l'Ukraine serait un État neutre et un pays non aligné. C'est important de le rappeler. C'est-à-dire que dans la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, il était mentionné en noir sur blanc que l'Ukraine serait un État neutre et un pays non aligné. Mais, chose curieuse, en 2019, l'Ukraine a changé justement sa constitution simplement parce que l'objectif était de rejoindre l'OTAN. Or, vous aurez remarqué que dans justement le plan de paix de Trump à 28 points, on revient dessus, c'est-à-dire que on insiste sur le caractère neutre de l'OTAN, mais tout en rappelant qu'il serait possible pour l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Et même là encore, je ne suis pas sûr que la Fédération de Russie devra ou va adhérer à cette réalité-là. Quoi qu'il en soit, vous avez si bien fait de rappeler, l'envoyé spécial de Trump était hier à Moscou. Il y a eu des échanges qui ont duré pendant pratiquement 5 heures. C'est fort révélateur, même si ils l'ont dit très clairement au sorti justement de cette rencontre, comme quoi ils se sont engagés à ne pas révéler la teneur des débats qui ont été posés sur la table. Mais il faut le dire très clairement que ce plan de paix, même si les Russes estiment que c'est un préalable à un retour à la paix, il n'est pas fort. Il n'est pas sûr que ce plan va être dans les conditions telles que cela est dicté, accepté par la Fédération de Russie. Mais quand vous comparez à la proposition européenne, vous vous rendez compte très clairement que ça frise l'hystérie, c'est-à-dire que nous sommes dans ce que les Russes proposent, ce que l'Europe, autant pour moi, ce que l'Europe propose à la Russie, c'est pratiquement une insulte. C'est-à-dire que non seulement la Russie aujourd'hui domine le théâtre des opérations sur l'Ukraine, la Russie aujourd'hui contrôle l'espace aérien ukrainien. On se rend bien compte avec le conflit en Ukraine que l'artillerie russe aujourd'hui est pratiquement l'une des meilleures dans le monde. L'industrie militaire russe aujourd'hui est capable non seulement d'alimenter le front de guerre, mais également de garantir justement les engagements commerciaux russes en termes de vente d'armes à l'échelle internationale. On voit aujourd'hui que l'économie russe se porte bien. Ça dit que tous les éléments sont ouverts du côté de la Fédération de Russie, comparativement à ce que nous voyons en Europe. Mais ce sont les Européens qui se plaisent ou qui se permettent de dire que dans le cadre d'une solution de paix, ils veulent justement un cessez-le-feu inconditionnel. C'est-à-dire qu'ils exigent à celui qui a la supériorité sur le terrain, à celui qui en réalité devrait dicter, conduire autant pour moi les négociations, eux, les perdants, ils exigent de comment est-ce que les négociations devraient se faire, mais puis encore, ils exigent aux vainqueurs, du moins à celui qui a l'ascendant sur le terrain, de déposer les armes et de se ranger dans les décisions ou les volontés de Bruxelles. Vous voyez que ça frise la foule. C'est-à-dire, c'est à se demander si ces dirigeants, en réalité, ont un minimum
de bon sens. Et c'est ça qui montre très clairement que nous ne sommes pas dans une volonté d'un retour à la paix du côté ukrainien par les dirigeants européens. En réalité, ils voudraient effectivement que le conflit se poursuive dans une logique peut-être de guerre d'usure côté russe, mais on se voit très clairement que même dans le cadre d'une guerre d'usure, c'est l'Europe qui pourra en pâtir parce que les voyants sont clairement ouverts du côté de la Fédération de Russie. Jody, je vous retrouve. Et là, on a quand même une démarche assez, je dirais peut-être complexe de la part de l'Union européenne. On a suivi M. Volodymyr Zelensky déclarer, attendez, je me retrouve sur mes notes, eh bien, déclarer qu'il militerait lui également pour un retour, qu'il appelle d'ailleurs à terminer la guerre, mais de son point de vue, que cette guerre se termine en Ukraine de manière digne. Alors, comment expliquer qu'au même moment, on appelle à la fin de la guerre et au même moment, il y a un autre son de cloche de la part de l'UE qui demande effectivement à continuer à soutenir véritablement l'Ukraine dans sa guerre face à la Fédération de Russie. Ursula von der Leyen a d'ailleurs présenté aujourd'hui à Bruxelles le plan de l'Union européenne pour, écoutez bien, financer l'Ukraine sur 2 ans et la mettre en position de force. Est-ce que c'est pas paradoxal que recherche finalement l'Union européenne? On a l'impression que on est en train de véritablement, ça va dans tous les sens. Un coup, on veut véritablement que la guerre s'arrête. Et un autre coup, on se dit non, il faut véritablement tenter d'inverser le rapport de force en tout cas au niveau de la ligne de front. Exactement, comme vous l'avez si bien dit, tout est une question de rapport de force. En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu la guerre froide, avec 2 blocs, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, capitalistes, communistes. Et les capitalistes ont gagné cette guerre froide. C'est-à-dire que l'URSS a été démantelée. Nous n'avions plus, à l'époque, d'axe communiste. Et aujourd'hui, la crainte de l'Union européenne, depuis la conférence de Maastricht, c'est qu'un autre pôle, autre qu'elle-même, ne se crée. C'est-à-dire qu'elle a voulu, grosso modo, pour le dire avec des mots simples, prendre la place, justement, de ce qu'était le bloc de l'Est, après qu'il ait été complètement démantelé. Ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, avec Sarkozy, a été pervertie, pour ça, on va passer les détails. Et aujourd'hui, en réalité, on assiste à une rémanescence de cette volonté d'incarner le nouveau pôle face, justement, ou à côté du pôle capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, ce qu'elle désire, c'est enterrer la question russe, soviétique, qui n'est ni plus ni moins pour eux que, si vous voulez, la continuité de l'URSS, que ce soit en Europe ou dans le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les Européens sont dans une volonté entre guillemets de torpiller ces accords soi-disant de paix, même au risque d'être vus comme des acteurs contre la paix, parce qu'ils veulent premièrement être les maîtres du jeu en question de sécurité à l'intérieur de l'Europe, les maîtres du jeu en termes aussi de financement et d'économie à l'intérieur de l'Europe, afin justement d'incarner un pôle soi-disant opposé au pôle capitaliste, mais qui en réalité est en résonance avec le sien. Et leur crainte, si jamais ils n'arrivent pas à prendre la domination sur ces négociations, c'est que justement, eh bien, on assiste à une rémanescence de ce qu'on avait pendant la guerre froide, c'est-à-dire un nouvel axe, comme à l'époque avec le téléphone rouge entre Nikita Khrouchtchev et le président américain Kennedy, eh bien justement un axe Moscou-Washington où eh bien on replongerait dans un monde bipolaire où les Européens seraient encore une fois mis à la marge de ces négociations, que ce soit en termes de sécurité ou d'économie. Et puis pour conclure, la diplomatie européenne aujourd'hui, elle n'est clairement pas stable. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan des questions de droits humains, aujourd'hui, il y a de réels débats qui, à mon sens, créent des fractures qui sont en train de se creuser un peu plus en Europe. Et Donald Trump est celui qui contrôle la majorité des capacités militaires de l'OTAN. Il a aussi la main mise par procuration sur beaucoup de leviers économiques de l'Europe. Donc, clairement, même si l'Europe ne veut pas de cet accord entre Washington et Moscou, Trump a littéralement toutes les clés en main pour pouvoir imposer cet accord de 8 points
à l'Union européenne, sans que l'Union européenne n'ait son mot à dire. Bon, bien sûr, des gants de velours et pas avec autant d'abruptité que je suis en train de l'exposer, mais voilà ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe craint d'être marginalisée dans les questions internationales si jamais Moscou et Washington se rapprochent. C'est pour ça qu'ils sont en train de les accords. Merci à vous, Younes. Gamal, je vous donne la parole pour continuer à apprécier la démarche de l'UE. On parle d'un financement qui s'élèverait à 137 milliards d'euros. Et après, ce qui est paradoxal, c'est que l'UE, face donc à ce besoin de financement, eh bien, se rappelle rapidement qu'elle n'a pas cette ardoise fiscale à l'effet donc de continuer à soutenir eh bien, le front de guerre. On pense donc soit à un emprunt, soit tenter d'utiliser, je vous vois secouer la tête, utiliser donc les avoirs gelés russes en Europe, dont l'essentiel se trouve en Belgique. Sauf que là encore, il n'y a pas l'unanimité. La Belgique ne souhaite pas véritablement être en conflit avec la Fédération de Russie. Les va-t-en-guerre, Paris et Berlin, eux, par contre, pensent que c'est une véritable trouvaille, une véritable prouesse économique, à l'idée donc de vouloir véritablement continuer à alimenter au fond de guerre. Comment expliquer toutes ces démarches assez saccadées quand même de l'Union européenne? Simplement parce que d'abord, ils font pas un calcul extrêmement dangereux. Sur le plan budgétaire, évidemment, ils n'ont pas les moyens de financer la guerre. Ils sont tous en récession, les rentrées fiscales sont trop faibles et surtout, c'est une guerre qui est impopulaire et les Européens n'ont pas envie de financer. Je parle des peuples européens. Quand on a des budgets qui sont toujours bouclés par des emprunts à l'extérieur, c'est compliqué d'espérer financer un conflit inutile et de façon ingagnable. Le deuxième aspect, c'est le fait de vouloir, ils ont déjà pris les intérêts des avoirs, c'était extrêmement douteux, de vouloir rendre un contrat de confiance, parce que les avoirs russes, c'est quoi? C'est les placements de l'argent russe dans la Banque Centrale Européenne, dans les fonds de pension, enfin les fonds d'investissement européens. Donc cet argent est un placement qui est dû aux Russes. On se souvient de l'emprunt russe, le fameux emprunt russe du Tsar, qui a dû être, quoi qu'il arrive, il a fini par être remboursé au bout de 70 ans. Pourquoi? Parce que quand on a un engagement d'État à État, on doit le respecter. Surtout que cet argent n'appartient pas aux États, il appartient aussi au peuple. Et donc là, le fait de vouloir prendre l'argent de ce qui a été prêté par les Russes, placé par les Russes, ce serait une première dangereuse. Pourquoi? Parce que des pays qui se diraient « je place mon argent dans des banques en Europe ou dans des fonds d'investissement pour toucher un intérêt », le but c'est de gagner un taux d'intérêt sur ces placements qui va de 3 à 5%, eh bien si les pays voient que l'Europe est capable, dès qu'il y a un petit conflit, ou un grand conflit d'ailleurs, de saisir cet argent contre toute légalité internationale, eh bien la plupart des pays du Sud, par exemple, vont s'inquiéter. Ils vont se dire, est-ce qu'on peut mettre notre argent en Occident? Est-ce que c'est pas dangereux? S'il y a un refroidissement, ils peuvent peut-être le saisir. Donc cette question-là, elle était posée effectivement par les politiques européens qui voudraient se faire main basse sur les avoirs russes, mais les responsables des banques centrales et des banques européennes sont opposés à cela parce qu'ils savent que c'est un très mauvais signal à envoyer à d'autres investisseurs potentiels. Ce serait une fuite de capitaux immédiatement déclenchée si jamais on se rendait compte que finalement la signature européenne ne vaut pas grand-chose, que de placer l'argent en Occident, c'est dangereux parce qu'on peut le voler du jour au lendemain pour alimenter quoi? En plus une guerre ou la reconstruction. Enfin, c'est pas très sérieux. Donc évidemment, il n'est pas question que les banques centrales européennes et que les argentiers acceptent ce que demandent les politiques européennes, mais en réalité, les politiques n'ont pas la main dessus. Il y a quand même une séparation malgré tout de ces différents ordres. Donc, ils voudraient faire main basse, mais la logique veut qu'ils ne le fassent pas, parce que s'ils font ça, c'est un dangereux précédent et un très mauvais signal à envoyer à d'autres investisseurs potentiels qui voudraient placer leur argent en Europe et qui ne le placeraient plus. Vous savez, il y a beaucoup d'argent qui est placé par exemple aux États-Unis. On sait que les Chinois avaient acheté 2000 milliards de T-bonds américains, du bon du trésor américain, plutôt, c'est pas les fonds de pension. Les T-bonds, c'est les bons du trésor. Donc, ils avaient acheté 2000 milliards, ils ont quasiment liquidé les 3/4 de ce qu'ils avaient acheté aux États-Unis. Ils rapatrient leur argent parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'il y a des tensions avec les États-Unis. Et bien, cet argent qui part des États-Unis et qui va en Chine à nouveau, c'est de l'argent très important et c'est autant d'argent qui aurait pu financer la machine économique américaine. En Europe, c'est pareil. Si les fonds d'investisseurs étrangers partent des banques centrales européennes et des fonds d'investissement européens, c'est un effondrement généralisé. Donc, le signal est très dangereux. Je crois difficilement au fait qu'ils puissent voler cet argent aux Russes pour financer la reconstruction ukrainienne. Ça, c'est pas possible. Et encore moins pour financer la guerre. Mais s'ils le faisaient, ce serait vraiment catastrophique pour les finances européennes. Charlie, je cite là une réaction de Ursula von der Leyen devant la presse à l'issue donc de la réunion qui s'est tenue tout à l'heure. Aujourd'hui, nous proposons de couvrir les 2 tiers des besoins de financement de l'Ukraine pour
les 2 prochaines années. Cela représente 90 milliards de dollars. Nous devons augmenter les coûts de la guerre pour, dit-elle, l'agression de Poutine, et la proposition d'aujourd'hui nous donne des moyens de le faire. En un mot, Kamil, est-ce que l'UE ira jusqu'à là, puisque Gamal rappelle tout à l'heure que ce sont des placements des financements russes auprès notamment de la Banque centrale européenne à l'effet de soutenir davantage l'Union européenne dans ces moments de difficulté. Est-ce que l'Union européenne ira jusqu'à là, c'est-à-dire se servir effectivement des intérêts générés par les avoirs russes? Bon, il y a une différence ici entre vouloir et pouvoir. Il est clair que l'Union européenne voudrait effectivement utiliser ces fonds pour financer sa machine de guerre en Ukraine. Mais est-ce que ce que l'Union européenne veut est compatible avec ce qui est possible? Voilà la véritable question. Et la réponse, elle est non, parce que je vous disais tout à l'heure que la Banque centrale européenne avait opposé une fin de non-recevoir à la demande de Bruxelles, justement de prendre sur les avoirs gelés russes. Le montant, je crois que c'est de 137 ou 174 milliards d'euros comme ça, pour ainsi financer le conflit en Ukraine. Mais ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que Gama le rappelait tout à l'heure, ce serait un précédent qui risquerait de porter préjudice à l'Union européenne, en ce sens que derrière, il y aura une perte de confiance avec une crise des investisseurs. La conséquence immédiate sera la volatilité justement de l'euro, parce que on aura un retrait massif justement des devises au niveau des banques centrales européennes et même au niveau des fonds d'investissement européens, ce qui va immédiatement se faire ressentir sur le plan social. Et donc, on pourra assister véritablement à un effondrement, même un effondrement socio-économique et même socio-politique véritablement de l'Europe. Donc, c'est vrai qu'il le souhaiterait, mais dans la pratique, c'est un autre débat. Maintenant, il faut également regarder le temps, parce que je crois que Ursula von der Leyen, elle parle justement de mobiliser ses capitaux sur 2 ans. Or, les dernières informations que j'ai eues du front de guerre rappelaient, et là je cite le média russe TASS, qui disait que les troupes russes avancent sur le front de guerre de pratiquement 25 km chaque jour. C'est fort, 25 km chaque jour. Donc, si vous ramenez cela à le délai qui a été annoncé par Ursula von der Leyen, c'est-à-dire 2 ans, eh bien en 2 ans, l'Ukraine aurait cessé d'exister. Ou du moins, l'Ukraine sera rattachée à la Fédération de Russie. L'Ukraine deviendra un territoire russe. Donc, je crois que nous sommes en réalité dans des effets d'annonce qui véritablement non seulement ne veulent absolument rien dire, mais qui, de façon pratique, ne sont pas adaptés ou ne peuvent pas être adaptés ou appliqués sur le terrain. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens le savent. La Russie, aujourd'hui, est celui-là qui, en réalité, devrait donner le là dans le cadre des négociations en Ukraine. Je le dis et j'insiste encore. Le front de guerre ukrainien, c'est-à-dire toute la ligne de front aujourd'hui, elle est contrôlée par la Fédération de Russie. Vous faites comment pour gagner une guerre contre un adversaire qui contient ou alors qui maîtrise ou qui contrôle votre espace aérien? Vous faites comment? Aujourd'hui, la Russie, à travers le théâtre ukrainien, a eu non seulement la capacité de nous montrer sa qualité sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel, sur le plan tactique, mais mieux encore, a eu l'occasion de nous montrer ses prouesses en matière de technologie militaire. Et là encore, beaucoup de gens parlent de faire la guerre, mais ils ne voient pas cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie détient les moyens, la technologie militaire pour pratiquement effacer toutes les capitales d'Europe sans véritablement qu'un seul de leurs soldats ne pose le pied au sol, c'est-à-dire sans trop se déranger. Et il est clair aujourd'hui, d'ailleurs, même les experts américains le reconnaissent, qu'en matière de développement d'armes hypersoniques, la Russie a pratiquement 10 années d'avance sur les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pratiquement aucun système de défense aérienne à même de bloquer justement les missiles hypersoniques russes. Vous faites donc comment pour déclarer la guerre à un pays comme celui-là? Vous faites même comment pour encenser ou pour encourager un conflit militaire contre un pareil pays? Mais c'est à se demander si les dirigeants européens
vivent dans le monde réel. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont décalés, qui sont totalement décalés de la réalité. Et même encore, vous voulez faire la guerre contre un pays comme celui-là. Or, il est clair aujourd'hui que les masses européennes ne se reconnaissent pas dans leurs dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la fédération, ou du moins si l'Union européenne, si Bruxelles voudrait engager un conflit contre la fédération de Russie, il faudrait véritablement que, le commandement militaire européen des différents pays d'Europe soit derrière justement l'élite politique. Ça, c'est la première des choses. Or, on voit très clairement que ce n'est pas le cas. Le cas simplement de la France. Vous voyez très clairement qu'en France, aujourd'hui, vous avez des généraux qui pensent qu'il faudrait même débarquer Emmanuel Macron du pouvoir parce que celui-ci ne travaille pas dans l'intérêt des peuples français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme une rupture entre le haut commandement militaire français et la classe politique française. Ça, c'est un fait. Or, à côté de cela, vous avez compte que la jeunesse même européenne n'est pas prise, ou du moins ne se reconnaît pas dans les décisions politiques, dans les choix et les orientations politiques faites par justement l'élite politique de cette région. En ce sens que aujourd'hui, vous voyez que la France, par exemple, est en train de tout faire, c'est-à-dire est en train, à travers une propagande organisée, de tenter de mobiliser la jeunesse derrière la machine de guerre qui voudrait bien envoyer du côté de l'Ukraine, mais que jusque-là, cela ne fonctionne pas. A contrario, quand vous prenez la Fédération de Russie, vous voyez que vous avez tout un commandement militaire qui est derrière son dirigeant, mais mieux, vous avez 80% de la population russe qui pense que Vladimir Poutine est en train de bien agir dans le cadre de l'opération militaire spéciale qu'il mène en Ukraine. Écoutez bien, je dis près de 80% de la population russe est acquise justement aux orientations et aux choix stratégiques prises par Poutine dans le cadre de son opération militaire en Ukraine. Donc, comment vous combattre une telle dynamique? C'est-à-dire que vous avez des dirigeants, vous avez l'appareil militaire, vous avez l'industrie militaire, vous avez le peuple qui est derrière son leader. Vous savez comment vous battre une pareille entité? Je mets même de côté la réalité nucléaire parce que je suis sidéré de voir la manière avec laquelle les dirigeants européens sont battus en guerre. Vous voulez mener une guerre contre un pays nucléaire? Est-ce qu'ils tiennent compte de ça? C'est-à-dire qu'on parle là quand même de la première puissance nucléaire au monde. Il serait fou de croire que vous allez vaincre militairement une puissance nucléaire comme la Russie, qui se veut être la première puissance nucléaire au monde. Vous faites ça comment? Mais je ne sais pas si, comme Macron le rappelait tantôt, on est chez les fous là. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, pour des intérêts narcissiques, pour des intérêts égocentriques, pour rappeler ce que François Asselineau rappelait, pour dire que vous avez des dirigeants déjà qui n'ont pas de famille, c'est-à-dire depuis le président jusqu'à un certain nombre de leaders politiques qui n'ont pas d'enfants, mais qui veulent embarquer les enfants des autres dans un conflit pour les intérêts qui n'ont rien à voir avec les masses. Mais c'est fou là. Et dans ça, des gens continuent à nous encenser comme quoi l'Europe a une quelconque chance avec la fédération. Non, nous sommes simplement dans une guerre de propagande, dans une guerre de communication, parce qu'à la réalité, il faut dire que l'Europe est en train de jouer son bateau. Nous savons que c'est un continent qui est en plein déclin, ça il faut le reconnaître. L'énergie de bon marché et à coût abordable et de meilleure qualité qu'ils avaient de la Fédération de Russie, eux-mêmes ils l'ont plombé en détruisant les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Aujourd'hui, on le sait. Je crois que par le passé, le lauréat du prix Pulitzer, Simon Hertz, avait fait un brillant documentaire dessus et une brillante analyse pour démontrer très clairement que, en réalité, c'est l'OTAN, avec un certain nombre de pays européens qui étaient à la manœuvre de la destruction des gazoducs. Nous savons très clairement ce que cela apportait en termes de plus-value aux économies européennes, précisément aux économies allemandes. On voit la conséquence de cela aujourd'hui sur le terrain. C'est-à-dire, vous avez un continent qui est en train d'évoluer vers un effondrement général. Aujourd'hui, selon les statistiques de l'INSEE, on nous fait comprendre que chaque année, pratiquement près de 20 000 entreprises, 17 à 20 000 entreprises ferment les portes du côté de la France. Le chômage est galopant, mais les gens veulent à tout prix vous rassurer que tout se passe bien et qu'ils sont prêts et qu'ils peuvent même gagner une guerre contre la Fédération de Russie. Donc, je crois qu'il faut un moment que cela cesse parce qu'on ne gagnerait aucun pays au monde, du moins l'humanité ne gagnerait pas à une guerre généralisée entre la Fédération de Russie et l'Europe, telle que les Européens sont en train de le vouloir, parce que, je le rappelle encore, la Russie est une puissance nucléaire qui plus est la première puissance nucléaire. Et qu'on le veuille ou pas, si à jamais nous évoluons, nous arrivions à une troisième guerre mondiale, il faut se dire les vérités, aucun pays au monde ne sera épargné. Je voudrais parler également autour de la démarche de l'Union européenne. La Banque centrale de l'UE n'est pas totalement d'accord en phase avec les propos de
de Mme Ursula von der Leyen. Bien plus, certains pays, notamment la Hongrie, ne se retrouvent pas dans la démarche de l'Union européenne. Pourtant, on continue à présenter véritablement cette démarche comme étant la panacée, comme étant une véritable source de financement, c'est-à-dire se servir notamment des bénéfices générés par les placements russes dans les banques européennes. Est-ce que dans le fond, aujourd'hui, l'Union européenne veut davantage continuer donc à entretenir effectivement une certaine opinion, surtout celle européenne, sur la capacité de l'Union à pouvoir véritablement donner des ailes et de la force, notamment à l'armée ukrainienne, au niveau notamment du moins au niveau de fonds de guerre? L'Europe ne veut clairement pas être, comme je l'ai dit tout à l'heure, être spectateur dans cette question de politique internationale, car selon elle, tout se passe sur son territoire et les différents pays européens impliqués dans cette question doivent avoir voix au chapitre. Et selon eux, la Pologne ou d'autres pays peu du même acabit seraient contre justement un rapprochement entre Moscou et Washington. Mais ce rapprochement, enfin cette division justement entre cette opposition plutôt entre l'Europe et l'Amérique est clairement une aubaine pour les Russes, dans le sens où plus cette opposition se creuse, plus la Russie se voit comme un acteur privilégié, enfin comme un acteur qui gagnerait en force pour justement gagner sur les questions qu'il met sur la table vis-à-vis de l'Ukraine ou vis-à-vis de l'Europe en manière générale. Je pense notamment au gaz russe qui, à mon sens, si jamais la Russie réussit à avoir son accord avec l'Amérique, eh bien, pourrait voir son gaz revenir sur le théâtre de l'économie européenne, que ce soit par l'imposition de Donald Trump, qui a clairement toutes les cartes entre les mains pour faire ce qu'il veut de l'Europe, ou que ce soit par justement ce rapprochement territorial, par le gain de... clairement, dans l'accord, la Crimée reste russe et les parties russes restent russes, donc que ce soit par la proximité territoriale, effectivement, on pourrait voir justement l'acteur russe se présenter sur la scène économique et politique de l'Europe, et c'est ce que ne veut pas l'Europe, et elle est prête à rentrer en guerre pour ça. Et ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'elle prend la mesure de tout ce qu'implique une guerre, parce que la Russie est un voisin, et rentrer en guerre comme ils veulent, enfin, en tout cas j'ai l'impression, parce que Macron a quand même déclaré que la France était prête à dépasser la ligne rouge dans la question ukrainienne, et Poutine a répondu en disant que à tous ces pays qui sont prêts à franchir la ligne rouge, la Russie est prête, que ce soit, il a rappelé que les missiles étaient prêts, qu'il y avait des têtes nucléaires, etc. Donc il faut bien que l'Europe comprenne que si jamais elle rentre en conflit ouvert avec la Russie est un voisin avec qui ils ont une proximité territoriale, et cela pourrait créer une fracture sociopolitique qui durerait, à mon sens, plus de 50 ans. Si jamais ils s'engagent dans cette route-là. À mon sens, ils ont tout intérêt à ne pas rentrer justement par cette fenêtre-là, même si il s'appelle Emmanuel Macron est en train d'emmener la France et peut-être même toute l'Europe et l'OTAN vers cette direction-là, et que du coup ils ont tout intérêt à se ranger derrière la proposition américaine, mais quitte à être marginalisés dans le futur dans des questions de sécurité ou d'économie nationale. Lorsque le président russe, effectivement, en revenant sur la déclaration de Younes tout à l'heure, il dit qu'il est prêt à faire la guerre. Est-ce que, dans le fond, il ressent je dirais pas cette pression, mais est-ce qu'il ressent dans le fond, effectivement, qu'en face, parlant de l'Union européenne, on fait tout pour tenter de saboter davantage son plan, le plan de paix qui est initié notamment avec la partie américaine? À qui ça s'adresse? La parole est à vous, Gamal. Ah, d'accord, très bien. Donc, pour répéter la question, parce que j'ai pas bien compris les questions. On fait Lorsque pour, le président, le président Poutine, recevant l'envoyé spécial américain, dit qu'il est prêt à faire la guerre à l'Union européenne, est-ce que dans le fond, il s'est dit, dans le fond, qu'il ressent véritablement la démarche européenne qui voudrait, disons-le clairement, saboter le plan de paix
du moins la démarche du plan de paix portée notamment conjointement entre la Fédération de Russie et les États-Unis? Je pense que le plan de paix, le plan de capitulation, c'est plutôt ça européen, n'est pas du tout pris au sérieux ni par les Russes ni par les Américains. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est quelque chose. Comme je le disais tout à l'heure, s'ils voulaient vraiment un plan de paix, ils l'auraient proposé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, ils parlent d'un plan de paix de rattrapage qui est assez minable parce qu'il y a une frustration vis-à-vis des États-Unis. C'est même pas la Russie le problème, parce que la Russie progresse de façon considérable chaque jour, c'est vrai, parce que la guerre est gagnée depuis le début, depuis le premier jour en vérité, même si ça n'a pas été glorieux, mais quand même, et que les Russes restent quand même mesurés dans leur offensive. C'est pas une offensive tous azimuts avec destruction massive des villes. On est loin de ça. On est à des kilomètres de ce qui se passe à Gaza, par exemple, où vraiment il y a une barbarie totale qui est installée. On estime qu'il y a à peu près 10 000 morts civiles depuis 4 ans de conflit. 10 000 morts de chaque côté. C'est vous dire que réellement, ça reste mesuré. En revanche, le plan de paix proposé par l'Europe, qui est un plan de rattrapage, je le répète, ne peut pas être pris au sérieux parce que d'abord, il ne propose rien de sérieux. Il propose une sorte de mise comme ça en capitulation, littéralement, en obligation de s'exécuter les Russes. Chose qui n'est pas vraiment sérieuse. Comme je le disais, quand on veut obtenir des résultats, eh ben, on rapproche les deux parties. On n'est pas en train d'imposer à l'une ce que l'autre ne veut pas. Et vice-versa. Ensuite, oui, les menaces russes, alors bon, c'est pas d'hier. Hein. Medvedev, c'est pareil, il a atomisé l'Europe. Enfin, ouais. Ça, faut pas prendre ça au sérieux. C'est plus à des visées un peu cosmétiques, domestiques plutôt, destinées à montrer un peu les muscles, parce que Poutine est coutumier du fait, hein, quelques outrances verbales, mais il n'en pense pas un mot. Il se fiche complètement de l'Europe occidentale. Parce qu'il faut quand même rappeler les rapports de force. Je veux dire, l'Europe occidentale, par rapport à la Russie, c'est quasiment, je sais pas, c'est la salle d'attente d'un grand hôtel. Je veux dire, si vous êtes un peu sérieux, c'est rien, là, l'Europe. C'est marginal, c'est microscopique. Il n'y a pas de richesse minière, gazière, pétrolière, ou très peu, un petit peu la mer du Nord et encore. Il y a un peu d'industrie. Enfin, les Russes ont rattrapé le retard. En termes de superficie, c'est pas grand-chose, je l'ai déjà dit. En termes d'alliance, c'est rien non plus. Les Européens sont très monétisés dans le monde. La Russie, a quand même une alliance plus sérieuse avec la Chine, qui est un géant mondial. 10 millions de kilomètres carrés, hein, juste pour comparer. Hein. Avec l'Afrique, en règle générale, les Russes sont quand même bien accueillis malgré tout. Et puis, c'est traditionnel, en plus, avec l'Union soviétique. La Russie a une bonne image, en général, dans le monde, même si on le considère un peu impérialiste. C'est vrai, bon, ils sont impérialistes dans leurs frontières, c'est vrai. Après, pour le reste du monde, ils n'ont pas montré une volonté réellement d'expansion. Mais quand Poutine dit ça, c'est un peu une façon de dire au peuple russe, attendez, ils jouent les malins, je vais les mettre à l'amende. En vérité, il n'en pense pas un mot, il s'en fiche complètement. Il ne va jamais envahir l'Europe, c'est évident. Mais il faut bien comprendre une chose. S'il avait l'intention d'envahir l'Europe, il faut bien comprendre, parce que je donne vraiment les chiffres. Les Russes disposent de 12 500 chars d'assaut. 12 500. C'est-à-dire que si vous voulez envahir l'Europe, ce serait fait en une semaine, sans aucune difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore suffisamment de jeunesse pour ça, même si la Russie vieillit. Parce qu'ils ont des capacités offensives terrestres considérables, des porteuses, des moyens de porter leurs missiles loin, des moyens aéroportés de ramener du matériel militaire très rapidement sur les territoires européens. Ils sont les seuls à maîtriser. Il y a 3 pays au monde qui maîtrisent l'hypersonique. Il y a les Russes, les Chinois et les Iraniens. N'oublions pas la raclée qu'Israël a reçue par l'Iran parce qu'ils maîtrisaient le supersonique et Israël ne maîtrise pas. Donc les Américains sont très en retard. Les Russes sont à Mach 16 maintenant. C'est vous dire un peu la vitesse. Mach 16, c'est 16 fois la vitesse du son. C'est-à-dire qu'il leur faut quelques minutes pour frapper toutes les capitales. Ils ne le feraient pas, évidemment. Mais si vraiment les Russes avaient une volonté expansionniste, d'abord, ils l'auraient fait il y a longtemps. Ils en ont les moyens et largement. Ils ne le font pas parce que d'abord, l'Europe, comme je le disais, ne sert à rien pour la Russie. C'est une quantité négligeable. C'est un territoire vieillissant. C'est un territoire qui a peu de ressources naturelles, alors que les Russes ont tout. C'est un territoire qui a effectivement une production industrielle déclinante. C'est un territoire qui se bat entre eux parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, les Européens, il faut bien comprendre. On voit bien que l'Italie n'a pas le même langage que la Bulgarie, qui n'a pas le même langage que Viktor Orban ou l'Angleterre. On est sur vraiment des discours et des postures très différentes. Et l'Allemagne, en vérité, c'est l'Allemagne le problème. S'il n'y avait pas von der Leyen, l'Allemagne serait vraiment du côté des Russes. Parce que les Allemands n'ont aucun intérêt à ce conflit. C'est un pays qui a besoin de beaucoup d'énergie. Oui, Gamal, lui commentons effectivement la démarche de l'Allemagne. On a vu un rayonnement européen assez intéressant, du moins la dernière décennie. Mais sauf que là, on a l'impression qu'elle est en train de s'empêtrer dans une affaire assez compliquée. Économiquement, ça bat de l'aile. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Allemagne est obligée de dépendre même de la Chine pour essayer véritablement de monter ses véhicules. Ça devient assez compliqué. Mais on se dit à un moment donné que le pays pouvait tenter de se ressaisir. Comment expliquer finalement qu'elle se laisse aller effectivement quasiment au suicide? On est là quasiment à la porte du suicide du point de vue économique. Il y a 2 pays en Europe qui subissent leur passé crasseux. Il y a l'Allemagne
et la France. Bizarrement, pas l'Autriche. L'Autriche n'est pas impactée. Donc le passé antisémite est quelque chose qui ressort souvent. On les menace de ça. On leur dit attention, si les Allemands vous jouez trop les impérialistes, si vous êtes trop indépendants, on va vous remettre ça à la figure. Quand l'Allemagne s'est réunifiée en 89, Mitterrand a sorti cette carte-là. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, mais tout de même. L'Allemagne est mal vue par rapport à son passé nazi, ce qui est évident. Von der Leyen, qui est une aristocrate, hein, comme son nom l'indique, von, ça signifie que c'est un nom à particules. Von der Leyen a un passé aussi. Elle n'en parle pas, évidemment, elle n'est pas bête, parce que tous les Allemands avaient un passé nazi, directement, indirectement, actif ou pas. Et donc, lorsque l'Allemagne commence à montrer des velléités d'indépendance, on lui reproche. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, Schröder, par exemple, qui était très proche des Russes, Poutine, qui parle l'allemand, hein, c'est un truc important, il faut le rappeler, a créé des conditions, effectivement, de coexistence pacifique de qualité. D'un côté, la Russie alimentait l'Allemagne en énergie abondante et pas chère. Je parle du gaz, Nord Stream 1 et 2. Et de l'autre côté, les Allemands alimentaient la Russie en matériel technologique dont les Russes avaient besoin. Et donc, l'intérêt de l'Allemagne, qui est une très grande puissance, c'est la première puissance. Bon, en réalité, l'Europe, c'est l'Allemagne, il faut être très clair. Hein. La puissance industrielle, c'est l'Allemagne et l'Italie, mais c'est surtout l'Allemagne. L'intérêt de l'Allemagne, ce serait de se mettre en bon terme avec les Russes. Ils n'ont aucun intérêt à prendre part avec son conflit, mais ils sont sous pression américaine. Que von der Leyen, qui est une atlantiste totale, a poussé effectivement l'Europe au conflit, et les Allemands suivent. Sauf qu'ils sont gênés parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils se tirent une balle dans le pied. Je veux dire, à affronter la Russie, alors qu'ils ont besoin de ce partenariat stratégique et essentiel, puisqu'ils ont déployé leur énergie à l'Est, eh bien, c'est une façon de se suicider. Mais ils sont sous pression américaine. Les Allemands ne dirigent pas leur pays. C'est les Américains qui donnent des ordres. Si un chancelier allemand a la mauvaise idée de se rapprocher des Russes indépendamment des ordres reçus par Washington, ben, il sera écarté du pouvoir. On le sait très bien, on l'a vu en Angleterre. Donc faire très attention au fait que l'Allemagne joue contre son camp, mais que, in fine, c'est là où c'est intéressant, parce que le conflit va bientôt s'arrêter, c'est évident. In fine, ce sera l'Allemagne qui va se rapprocher le plus vite de la Russie, parce qu'elle a tout intérêt à le faire, comme l'a fait Orban d'ailleurs. Mais malheureusement, et c'est là où il y a un risque réel, c'est que cette Allemagne risque de pencher à l'extrême droite, à la droite dure, à l'extrême droite, à cause de ce conflit. Donc là, on est vraiment dans des conditions où on favorise la montée des extrêmes pour se rapprocher de la Russie, ce qui est quand même paradoxal, hein, l'extrême droite qui se rapproche des Russes, c'est quand même très étonnant, simplement parce que les États-Unis sont des maximalistes, ils veulent mettre le maximum d'avantages dans leur poche. Et les Français, les Anglais et le reste de l'Europe, qui n'a toujours pas compris l'équation, sont en train de jouer aussi contre leur camp au profit de la machine de guerre américaine, qui, elle, vend beaucoup d'armes, qui, elle, a relancé sa production industrielle et qui a tout intérêt à avoir la pagaille dans le reste du monde pour profiter de cette pagaille. Rappelons quand même que les États-Unis se sont fondés sur 2 guerres mondiales qui lui ont permis de passer d'un pays de paysans à un pays industriel. Il ne faut jamais oublier qu'avant 14, l'Amérique, c'était rien. C'était une puissance marginale, même pas maritime, et que ces 2 guerres lui ont fait profiter à plein de cette aubaine de faire de l'argent facile et de vendre, de lancer un appareil industriel puissant et surtout de tirer les marrons du feu après la guerre en endettant l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est le même rapport. On est en train d'endetter l'Ukraine et l'Europe. On est en train de vendre des armes aux Allemands à 100 milliards de dollars. Il faut le rappeler, c'est des armes américaines qui sont vendues. C'est pas des armes européennes. Hein. Tout ça pour faire plaisir aux Américains. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, bon, il y a un changement avec Trump, c'est vrai, mais la réalité, c'est que l'Allemagne a tout intérêt à ce que ce conflit s'arrête rapidement. Tout intérêt à relancer Nord Stream qui a coûté 10 milliards de dollars. C'est quand même ça le coût de l'opération pour creuser ce type de... Enfin, pour mettre cette installation sous-marine, ça coûte très cher. Et que son intérêt vital, c'est l'énergie. Les Allemands ont toujours eu un problème. C'est un pays très vigoureux sur le plan industriel. C'est un pays très proactif. C'est un pays qui est vraiment très fort en termes de développement. Mais c'est un pays qui a une dépendance quasi totale à l'énergie extérieure. Ils ne produisent que du charbon. Les mines de charbon ont été réactivées. Ils ont abandonné le secteur effectivement de l'énergie par nucléaire, ce qui fait que leur dépendance s'est accrue vis-à-vis de la Russie. Puis comme les Grüne, le parti vert allemand, a voulu en finir avec les énergies fossiles et surtout, les énergies fossiles, gaz exclus, et puis surtout les énergies nucléaires, eh bien c'est une quadrature du cercle qui n'était pas bonne pour l'Allemagne. Aujourd'hui, on est dans une situation où ils sont coincés entre la pression américaine et les pressions internes des hommes d'affaires allemands qui en ont assez d'être mis en difficulté parce que la politique l'a emporté sur le réalisme économique. Donc l'Allemagne aujourd'hui a pris une position offensive vis-à-vis de la Russie parce que les politiques le voulaient, mais le risque, effectivement, in fine, c'est que les partis d'extrême droite emportent les élections et les partis d'extrême droite, n'oublions jamais cela, sont les partis du secteur privé. C'est les partis des industriels, c'est les partis des hommes d'affaires, c'est les partis des gens qui veulent de l'argent. Donc leur intérêt, ils le savent très bien, il est à l'est, il n'est pas à l'ouest. Merci à vous, Gamal. Charlie, je vous retrouve. Oh, il y a davantage un autre enjeu autour, donc, véritablement, j'aime bien la déclaration de Gamal tout à l'heure qui parlait de la
capitulation effectivement de l'Ukraine. Pour les globalistes aujourd'hui, en tout cas, plusieurs dépêches ont révélé véritablement une gestion assez peu normale des financements européens. Aujourd'hui, il y a un véritable scandale de détournement qui frappe aujourd'hui la classe politique et même celle militaire du côté de l'Ukraine. Et très récemment, on a assisté à une véritable campagne politico-médiatique qui est ouverte contre la personne de Volodymyr Zelensky. Et certains analystes pensent effectivement qu'aujourd'hui, eh bien, les globalistes surferaient sur un départ, une élimination, je ne sais pas trop, de la personne de Volodymyr Zelensky pour tenter de sauver la face, puisque derrière, c'est tout un véritable des boulevards de détournement qui sont véritablement empêtrés dans le cadre de ce pseudo ou alors de cette assistance financière, militaire, technique, notamment à l'Ukraine. Est-ce que l'enjeu également, c'est autour de cette affaire, autour de la personne de Volodymyr Zelensky, qui aurait été utilisé finalement comme étant n'importe quoi, un bouc émissaire à l'effet de tenter d'alimenter certaines classes, qu'elles soient européennes ou alors ukrainiennes? Ukrainiens, parmi lesquels son ancien ministre de la Défense, qui d'ailleurs a été contraint à la démission pour toujours ces cas ou ces faits de corruption. Il y a également un certain nombre de proches de Volodymyr Zelensky. Il y a, je crois, son directeur du cabinet qui avait été également cité dans des dossiers de corruption. Aujourd'hui, on voit très clairement comment tout son entourage, pratiquement tout l'entourage présidentiel est cité dans ces affaires de corruption. Il y a d'après les informations que j'ai suivies par un média, comme quoi pratiquement 50 millions de dollars étaient transférés chaque jour de l'Ukraine vers des banques saoudiennes. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez des officiels proches justement du président Volodymyr Zelensky qui transféreraient 50 millions de dollars chaque mois en direction justement des banques saoudiennes. Nous sommes là clairement dans des vastes opérations de blanchiment de capitaux et de corruption à grande échelle. Et je le dis, l'Union européenne ne peut pas être écartée de ce problème parce que effectivement, non seulement elle est complice, mais elle est même au cœur, pour ne pas dire même qu'elle est la tête pensante de ce vaste trafic. Pourquoi je le dis? Parce qu'au départ, l'élite européenne, l'élite de Bruxelles nous a justifié la nécessité de soutenir l'Ukraine, comme quoi il fallait protéger, il fallait préserver les valeurs démocratiques ukrainiennes, ou du moins les valeurs démocratiques européennes qui se portaient, ou du moins qui étaient retrouvés sur le territoire ukrainien. Mais quand vous allez plus loin dans la recherche, vous vous rendez compte par exemple que bien avant l'opération militaire spéciale russe, il y a des rapports parlementaires européens, des rapports parlementaires même français, dans lesquels on fustigeait l'Ukraine comme étant un pays très corrompu. C'est-à-dire que bien avant l'opération militaire russe en Ukraine, les élites européennes, les élites françaises savaient pertinemment que l'Ukraine est un pays corrompu, extrêmement corrompu. Ils le savaient. Mais sauf qu'ils ont justifié la nécessité de soutenir ce pays parce que on y retrouvait des valeurs démocratiques. Et c'est à se poser quelles sont les valeurs démocratiques qu'ils entendaient défendre du côté de l'Ukraine. En réalité, c'est simplement parce que nous étions dans ce que je qualifiais tout à l'heure de crime organisé, de crime en bande organisée.
Et les instigateurs justement de ce trafic-là se trouvent véritablement du côté de Bruxelles. Donc, pour dire que ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est véritablement pas un fait nouveau. On sait aujourd'hui, par exemple, que la femme de Volodymyr Zelensky, on connaît les villas ou du moins sur les biens mobiliers et immobiliers qu'elle a à travers le monde. Vous vous souvenez que avec la avec la prise de la Crimée par la Fédération de Russie, on a vu un certain nombre de biens immobiliers au niveau de Crimée qui appartenaient justement au couple ukrainien Volodymyr Zelensky, parmi lesquels une très belle villa appartenant justement à son épouse au bord de mer. Aujourd'hui, on sait que Volodymyr Zelensky a des biens un peu partout dans le monde. Vous savez que son nom a été plusieurs fois cité dans des affaires de Panorama Papers. Et donc, c'est au-delà de la cacophonie, mais c'est du brigandage d'État qui est en train de se dérouler sur nos yeux. Et on saurait simplement limiter cette réalité au cas ukrainien parce que, je le dis, c'est pratiquement toute l'élite européenne qui trempe dans ce trafic, y compris les chefs d'État, y compris les officiels européens. Et Volodymyr Zelensky n'est simplement que l'instrument entre les mains de ces personnes-là pour entretenir ce vaste trafic de blanchiment de capitaux, de corruption à grande échelle et qui va même jusqu'à de transfert de matériel de guerre à d'autres situations dans le monde. Vous savez aujourd'hui que l'Ukraine, par exemple, est citée dans des affaires, par exemple, de financement du terrorisme et même d'assistance au terrorisme international. La réalité, nous le vivons aujourd'hui avec la situation au nord du Mali où les autorités maliennes ont démontré preuve à l'appui, y compris avec un certain nombre d'informations qui ont été relayées par les services de renseignement extérieur russes, le SVR, qui attestait du fait que les forces armées ukrainiennes, ou du moins l'État ukrainien, participaient au conflit dans le nord du Mali, aux côtés justement des groupes terroristes qui se trouvent de ce côté-là. Nous sommes dans l'international terrorisme et quand vous entendez l'Ukraine citée dans de pareilles affaires, il faut savoir que l'Ukraine ici n'est qu'un proxy. Ceux qui agissent, ou du moins les personnes qui agissent derrière, c'est l'OTAN qui se sert aujourd'hui de l'Ukraine pour justement implémenter certains agendas à l'échelle internationale. Donc, vous comprenez que s'il faut parler même de ce trafic-là, on irait même jusqu'à parler de financement du terrorisme à l'échelle internationale parce que vraisemblablement aujourd'hui, un certain terrorisme pratiqué à travers le monde aujourd'hui trouve également ses origines ou du moins se trouve ses repères au niveau de l'élite dirigeante du côté de l'Ukraine. Dans le fond, ces scandales de corruption qui secouent la classe locale, c'est l'ukrainienne. Charlie en a fait une véritable extension tout à l'heure, nous rappelant effectivement que plusieurs leaders européens n'en étaient pas épargnés parce que ce qui est officiellement déclaré, soit n'avait pas été réceptionné, soit avait été retrocédé via des processus de rétrocommission et bien d'autres. Est-ce que si ces faits sont davantage amplifiés, cela ne donnerait pas clairement carte libre aujourd'hui aux États-Unis, de pouvoir véritablement mettre sur pied le plan de paix américain, du moins à s'entendre avec la Fédération de Russie, sachant effectivement que de l'autre côté, il n'y aura aucune résistance compte tenu du fait qu'aujourd'hui, plusieurs leaders européens pourraient avoir un lien assez étroit avec ces dynamiques, en tout cas de corruption, notamment évoquées par la presse, la presse internationale. Je ne sais pas qui a posé la question. Younes, la parole est à Younes, je ne sais pas s'il a suivi. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... j'ai suivi, mais juste la fin, s'il vous plaît, parce que vous dérange pas de répéter la question. Alors, tout à l'heure, on a suivi le développement avec beaucoup d'intérêt de Charlie Kenyet qui nous laissait véritablement comprendre que aujourd'hui, l'Ukraine, du moins toutes les dynamiques de financement de l'Ukraine, avaient été plus ou moins piégées dans des détournements assez graves et que cela ne concernait pas seulement l'élite dirigeante ukrainienne, cela pouvait également avoir un lien d'extension avec les leaders européens. Et la question, c'est de savoir, Trump, sachant effectivement que plusieurs leaders européens sont empêtrés, notamment on l'a vu avec le cas Biden, Hunter Biden, le fils de l'autre, qui lui également n'était pas lors de cette dynamique de rétrocommission sur les pseudo-soutiens effectivement à l'Ukraine, surfant effectivement sur ces réalités. Est-ce que cela ne va pas davantage fragiliser l'Europe sur une quelconque dynamique de rapport de force avec
avec Donald Trump? Totalement. Déjà, l'Europe a été fragilisée, à mon sens, à partir du moment où elle a soutenu Zelensky. Rappelons que Zelensky est arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'est pas quelqu'un qui a été élu démocratiquement, et c'est un comble, voire même une ironie assez cocasse, de voir des pays qui se targuent d'être des pays démocratiques, qui veulent promouvoir la démocratie, soutenir ni plus ni moins que quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par une voie qui n'était pas démocratique. Et encore une fois, comme vous l'avez bien souligné, du coup, comme cette personne n'est pas arrivée au pouvoir démocratiquement, ou en tout cas est arrivée au pouvoir à travers des pratiques douteuses, voire immorales, il est sans surprise, à mon sens, que cette personne-là, effectivement, soit dans des pratiques financières occultes et qui relèvent, voire même du trafic de fonds. Et aussi, et du coup, qui va aussi gangréner l'Europe, mais même si l'Europe n'a pas attendu Zelensky pour avoir des dirigeants qui s'acoquinent justement avec les détournements de fonds ou des mouvements financiers occultes. Je rappelle Sarkozy dans l'affaire Kadhafi en Libye, justement, l'un des principaux chefs d'accusation, c'est d'où venait l'argent. C'est en gros financement de sa campagne par des puissances étrangères. Emmanuel Macron, président actuellement qui est en train d'exercer son mandat du pouvoir sur la France, lui-même a des profits qui dépassent, je sais plus, mais je crois que le dernier en date dépassait les 30 millions. Et nombre de macronistes, donc acteurs de son gouvernement, donc, dès qu'il quitte le gouvernement et qu'il retourne dans le privé, on observe effectivement des gains, des profits faramineux. Donc effectivement, sachant que Trump, comme je l'ai dit tout à l'heure, est l'un des principaux acteurs financiers de l'Europe, c'est-à-dire que clairement, hein, Trump finance énormément, enfin, en tout cas l'Amérique finance énormément l'Europe, eh bien oui, effectivement, cela pourrait poser un peu plus la marginalisation de l'Europe à l'intérieur des questions internationales, la rendant spectateur même de ces stratégies avec ses voisins locaux, puisque que ce soit la Pologne ou l'Ukraine, ce sont des pays qui sont effectivement à l'intérieur de l'Union européenne, et là on voit bien qu'ils sont spectateurs d'un accord qui est en train d'être passé entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Donc oui, totalement, effectivement, ces financements occultes n'exposent que l'Europe à une marginalisation plus prononcée dans un futur plus ou moins proche. Les globalistes aujourd'hui, elle peut véritablement tenter de masquer, elle peut contribuer à masquer leur faiblesse à tout point de vue autour de cet épisode, passez-moi l'expression, qui a démarré notamment depuis le 22 février 2022, lorsqu'on veut à tout prix aujourd'hui, et tout à l'heure Charlie relevait davantage que le haut commandement militaire ukrainien a été forcé notamment à la démission compte tenu de ces scandales de corruption et autres qui ont effectivement éclaté, mais Zelensky lui a continué à résister sans doute parce qu'il est peut-être bien protégé par passez-moi l'expression, par ses patrons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la démarche de ces derniers, de ces globalistes, de vouloir soit se passer de monsieur Volodymyr Zelensky peut véritablement tenter, contribuer peut-être à préserver un certain nombre de légitimités qu'il pourrait encore avoir, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est véritablement la plaque tournante d'une dynamique de corruption qui a véritablement aujourd'hui qui tente, et Younes l'a dit, de vassaliser totalement la classe dirigeante européenne aujourd'hui devant les États-Unis. Je dirais simplement, c'est que l'Ukraine était déjà une plaque tournante de corruption qui est très connue. Hein. Les classements mondiaux, ils étaient très bien placés, malheureusement. Que Zelensky fait partie d'ailleurs de ce système de corruption, puisqu'il a été placé par un oligarque qui lui-même était corrompu, donc ça donne un petit peu beaucoup de choses sur la création de Zelensky. Zelensky qui n'est pas légitime parce qu'il n'est pas président aujourd'hui, il est président de fait, pas de président élu, puisqu'il a reconduit les élections. On peut peut-être le comprendre, puisqu'il y a une situation de guerre, mais Zelensky n'est plus président ukrainien, c'est un président autoproclamé, enfin imposé de fait, avec une continuité du pouvoir qui est illégitime. Mais bon, gardons l'idée que ce soit quelqu'un de légitime. Le système de corruption généralisée existait déjà avant son arrivée, a perduré pendant le conflit et se poursuit. Le fait que des généraux quittent le navire n'est pas lié à la corruption. Ça, c'est ce qu'on nous raconte.
ces généraux se rendent bien compte qu'il n'y a pas de possibilité de victoire, qu'on envoie des enfants, enfin des gamins, comme de la chair à canon pour mourir inutilement sur des théâtres d'opération ingagnables, et qu'effectivement, à part prendre quelques bakchiches, il n'y a pas beaucoup de solutions. Zelensky fait partie de ces gens-là. Il a très bien compris l'issue de la bataille, et il va peut-être tirer les marrons du feu avant même que le bateau ne coule. Donc les rats quittent le navire. Les faits de corruption sont constitutifs d'une défaite annoncée, et non pas le contraire. S'il n'y avait pas cette défaite, il y aurait certainement moins de généraux qui seraient enclins à tendre la main vers la corruption. Mais quand vous allez sur un théâtre d'opération où les victoires sont impossibles, c'est un peu comme la guerre de 14 à Verdun, on envoyait des gens mourir sur le champ de bataille inutilement, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Je vous donne un exemple très concret. Les Russes étaient très en retard dans le domaine des drones et ont dû faire appel aux drones iraniens Shahid, je traduis de l'arabe qui signifie martyr, qui étaient des missiles guidés finalement, sous forme d'avions, qui frappaient où ils voulaient quand ils voulaient et qui faisaient des dégâts monumentaux sur les troupes ukrainiennes qui avaient tenté une offensive. Eh bien, les Russes ont tellement bien rattrapé leur retard qu'ils maintenant ils produisent des millions de drones Shahid, donc sous licence iranienne, et qu'ils ont ravagé le terrain ukrainien avec ces drones. C'est vraiment une arme tactique qui a été extrêmement puissante. L'Ukraine n'a pas pu faire face. Ils ont tenté la création de drones, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de produire massivement. L'Europe n'a pas les moyens d'équiper suffisamment d'ogives de défense les Ukrainiens pour se défendre. Ils n'ont pas les moyens de leur donner des armes trop technologiques parce que ça leur coûte cher. Leur ont promis des myriades d'avions de combat, aucun ne sont arrivés. Et même s'ils devaient arriver, de toute façon, les Ukrainiens ne sont pas de toute façon en mesure de les piloter parce qu'un avion de combat occidental n'est pas un avion russe. Or, l'Ukraine a toujours piloté que des MiG. Donc, tout ça pour dire que si les rats quittent le navire, c'est que le bateau commence à prendre sérieusement l'eau. Or, moi, je suis pas certain, si j'étais dans le Titanic, que je m'accrocherais bec et ongle à la poupe du navire alors qu'il est en train de taper la descente aux enfers. Donc, il y a des réalités. Donc, je comprends que ces généraux, il y en a qui rigolent, que ces généraux veuillent se barrer. Mais en vérité, c'est logique. On préfère prendre de l'argent et s'en tirer vivant plutôt que de rester dans un navire qui va couler. Et donc, Zelensky, il a beau raconter des histoires. Lui, c'est une sorte de... Pour moi, j'ai toujours vu ce personnage comme un triste cire et un clown. Il a été placé, il vient quand même, je vous rappelle, du spectacle. C'est quand même quelqu'un qui a débuté dans des circonstances assez crasseuses, il faut le dire. Monsieur faisait du piano tout nu devant un piano. Enfin bon, c'est vous dire un peu le personnage. Après, il va faire une série télévisée où il joue les présidents et finit par être président. Si ça, c'est pas se moquer de la démocratie, je sais pas ce que c'est. Donc, ce genre de blague-là a été imposé aux Ukrainiens. On voit le coût de l'opération. C'est pas un type sérieux. Il a fait son intéressant. On a le même en France. Il s'appelle Hanouna, sauf qu'il n'a pas osé aller aux élections. Et donc, quand on a un type comme ça qui va se présenter aux élections et qui va finalement ramener son pays à la catastrophe, je rappelle que Zelensky était plutôt pro-russe au début. Hein. C'est vous dire un peu le sérieux du personnage. Eh bien, voilà. Maintenant, il y a des milliers de morts. Ça, c'est triste, par contre. C'était inutile. 300 000 morts, quand même. C'est un chiffre faramineux. On ne s'en rend même pas compte. Hein. Juste pour satisfaire les desiderata d'un hurluberlu dont les cordes sont tellement énormes parce qu'on tire les ficelles de loin et qui se rend même pas compte qu'il est en train de détruire son propre pays. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on espère évidemment que ce conflit va s'arrêter, on espère que ce ban s'arrêtera, on espère évidemment que la Russie ne demandera pas trop de territoire ukrainien parce qu'elle est en mesure de le faire aujourd'hui et que plus on l'attendra, plus elle grattera de territoire, moins elle en rendra. La négociation va être compliquée. Et on espère que les Européens arrêtent de faire d'ergoter, de raconter n'importe quoi en proposant les plans de paix fantaisistes, alors qu'en vérité, ils savent très bien que la partie est pliée et que quel que soit le plan européen, de toute façon, si l'Amérique siffle la fin de la récréation, l'Europe se couchera comme toujours. Merci à vous, monsieur. Une dernière prise de parole pour refermer cette réflexion. Charlie, je commence par vous et on va sortir par la dernière note autour de cette actualité. C'est cette rencontre avec Witkoff et Kouchner au Kremlin, une rencontre qui n'a pas donné de voix claire autour, donc notamment de la suite à donner par rapport à ce plan de paix proposé par la partie américaine et d'ailleurs la partie russe va d'ailleurs rappeler, je crois qu'elle en plus de ce plan de paix proposé par les États-Unis, il y a eu d'autres documents supplémentaires à proposer, donc notamment du côté à d'ailleurs préciser Ouchakov à la Fédération de Russie, ce qui laisse véritablement croire que il y a encore du temps pour tenter, ne serait-ce que de parvenir à cesser le feu du côté de l'Ukraine. Oui, vous savez, j'ai commencé ma prise de parole par rappeler que l'accord de paix proposé par les États-Unis d'Amérique en 28 points
était un préalable à la paix, mais il y a également des points qui mériteraient d'être approfondis, dont la réflexion, dont le débat mériterait d'être approfondi. C'est BBC d'ailleurs qui le rappelait dans une sortie. Parce que quand vous analysez ce plan de paix de Donald Trump en 28 points, il y a des éléments, ou du moins il y a des articles là quand même qui, à vue d'œil, prouvent ou alors démontrent très clairement que il n'est pas possible pour la Fédération de Russie quand même d'accepter cela. Je prends par exemple le point numéro 6. Au niveau du point numéro 6, par exemple, les États-Unis disent que l'armée ukrainienne va être limitée à 600 000 personnes, ou du moins 600 000 personnels. Et nous savons très pertinemment aujourd'hui que la Fédération de Russie aujourd'hui exige que l'Ukraine redevienne un État neutre, c'est-à-dire tel que cela avait été pensé ou cela avait été décidé lors de sa déclaration d'indépendance en 1991, c'est-à-dire que la constitution ukrainienne consacrait justement la neutralité du pays, mais également le caractère non aligné du pays. Et donc, s'il faille revenir à cette réalité de 91, contrairement à la modification de la constitution qui s'était déroulée en 2019, parce que l'élite pro-occidentale voulait à ce moment-là embarquer l'Ukraine au sein de l'OTAN, vous comprenez que le point 6 du plan de paix de Donald Trump ne peut pas donner avec la Fédération de Russie. On ne peut pas parler d'un pays neutre et avoir une armée d'un effectif de 600 000 personnes. C'est incompatible. Et donc, il est clair que la Fédération de Russie n'acceptera jamais cela. Il y a également le point numéro 7. Au niveau du point numéro 7, par exemple, on parle du fait que l'Ukraine devra réviser justement sa constitution et que celle-ci pourra véritablement se permettre aux besoins, si elle le souhaitait, de rejoindre l'Union européenne. C'est-à-dire que elle ne devra pas intégrer l'OTAN, mais par contre, elle aura la latitude ou du moins la liberté de rejoindre l'Union européenne si elle le souhaitait. Je crois que c'est le point numéro 6 ou numéro 11, quelque chose comme ça. Et même là encore, je vois très mal la Fédération de Russie accepter que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne quand on sait aujourd'hui que c'est cette même Union européenne qui est engagée dans une logique jusqu'au boutiste, va tanguer contre la Fédération de Russie. Donc, ce sont des éléments qui montrent quand même qu'il y a des points de discussion, il y a des éléments quand même pour lesquels ou sur lesquels il faudrait encore mûrir la réflexion, ouvrir le débat pour que nous arrivions véritablement à ce consensus-là. Il y a également le point numéro 14 dans cette proposition de paix de Donald Trump. Le point numéro 14 où on précise très clairement que 100 milliards de dollars d'avoirs gelés vont être réutilisés pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Or, ça se comprend parce que je le disais tantôt, l'Europe aujourd'hui, elle est en récession. L'Europe n'a non seulement pas les moyens de faire la guerre, mais même si demain, après la guerre, il fallait reconstruire l'Ukraine, je ne vois pas l'Europe sortir les capitaux pour le faire. Elle n'en a pas. Donc, il est clair que ça reviendra une fois de plus encore à ceux-là qui militent pour que la guerre se poursuive, parce que les mêmes qui financent cette guerre-là en vendant les armes, ce sont les mêmes derrière qui vont justement se proposer à investir pour reconstruire l'Ukraine. Or, sauf qu'on voudrait aujourd'hui adosser cette tâche-là à la Russie, c'est-à-dire qu'on voudrait prélever, ponctionner 100 milliards de dollars sur les avoirs russes gelés pour justement financer la reconstruction de l'Ukraine. Là encore, je ne crois pas que la Fédération de Russie sera en accord avec ce point. Il y a également le point numéro 19 où on parle justement de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui devra justement prendre le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijie, c'est-à-dire que l'AIEA devra prendre le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijie et que l'électricité qui y est produite doit être dorénavant repartie 50-50, c'est-à-dire 50 pour la Fédération de Russie, 50 pour l'Ukraine. Or, ce qu'on ne dit pas derrière, c'est qu'il faut bien préciser que l'électricité qui est produite au niveau de la centrale de Zaporijia, bien avant qu'elle ne passe sous le contrôle de la Fédération de Russie, parce qu'il faut préciser que c'est un territoire aujourd'hui qui est contrôlé par la Fédération de Russie. Il faut dire que l'électricité qui était produite n'était pas simplement, n'était pas simplement délivrée
à l'Ukraine parce que les pays ou certains pays de l'Union européenne également bénéficiaient de l'électricité qui était produite au niveau de la centrale de Zaporizhia. Donc aujourd'hui, il y a des éléments sur lesquels effectivement il faudra mûrir la réflexion. Quoi qu'il en soit, je le dis, il n'est pas sûr, ou du moins il est certain que la Fédération de Russie ne donnera pas un chèque en blanc à cette proposition de paix, mais c'est un préalable, un retour à la paix. Et donc, je pense très humblement que les discussions vont continuer à se faire. Le seul hic, ou du moins le seul paramètre qui aujourd'hui devrait nous inquiéter dans ce processus de négociation, c'est le paramètre européen, quand on voit très clairement comment tout ce que l'Europe, les élites européennes, le mal qu'ils se donnent justement pour mener des campagnes de sabotage, non seulement contre ce plan de paix, mais également pour essayer de maintenir la guerre en Ukraine, au pire même en allant jusqu'à des provocations envers la Fédération de Russie pour que celle-ci effectivement essaie de monter en puissance ou du moins se commettre une erreur qui va légitimer, je dirais, une action internationale justement contre la Fédération de Russie de nature justement à soit entretenir cette guerre-là ou alors à mettre la Fédération de Russie au banc des accusés. Mais dans l'ensemble, la solution à ce problème, il est entre les mains de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Et je crois qu'avec les jours à venir et la poursuite des négociations, je crois qu'on va arriver ou on devra arriver à une solution de paix convenable entre les parties afin que véritablement cesse cette boucherie. Si jamais on ne retrouve pas rapidement un compromis, en tout cas le président Vladimir Poutine l'a dit, nous pourrions couper à l'Ukraine l'accès à la mer si les attaques continuent en attendant effectivement de trouver un accord de paix. Quand on a convoqué cela, Doudi Younes, Oui, il est clair qu'il faille aller le plus rapidement possible à un accord de paix pour tenter de sauver ce qui a encore lieu d'être, ce qui peut encore l'être en tout cas pour l'Ukraine. eh bien, il faut absolument que l'Europe change de rapport ou de relation avec la Russie, puisque la promesse au départ faite à la Russie pour qu'elle quitte l'URSS et qu'on puisse dépecer, qu'on puisse définitivement démanteler l'Union soviétique, c'était que justement l'OTAN n'avance pas ses bases en Europe, notamment en Europe de l'Est. Sauf que depuis 1997, l'OTAN ou l'Union européenne ou l'Europe, appelez ça comme vous le voulez, plus de 60, ont créé plus de 60 bases en Europe de l'Est. Ce qui n'a pas été justement sans conséquence et au bon plaisir de la Russie. Et la dernière justement limite et frontière qu'il ne voulait pas laisser passer pour l'Europe et l'OTAN, c'était en l'occurrence l'Ukraine. Et donc je doute justement que la Russie accepte justement que l'Ukraine intègre l'Union européenne ou l'OTAN. Ça, à mon sens, c'est quelque chose sur laquelle la Russie ne reviendra pas dans ses négociations avec Trump. Et il faut impérativement que l'Europe se calme vis-à-vis de la Russie parce que cet accord de paix, à mon sens, même s'il y a une chance pour qu'il les rende au rang de spectateurs, est une aubaine pour eux parce qu'il leur offre une opportunité justement d'apaiser leurs relations avec le voisin russe qui, comme je le rappelle, une guerre avec les Russes engagerait l'Europe dans des conséquences, à mon sens, qu'ils n'envisagent même pas, puisque une fracture sociopolitique d'une telle ampleur avec un voisin avec qui on a des territoires en commun, où en gros on a juste besoin de marcher pour aller chez lui et pas de traverser la mer ou d'escalader 15 000 montagnes, eh bien ça risque de plonger l'Europe et pourquoi pas toute la région dans un conflit ouvert de plusieurs décennies, à mon sens, d'une cinquantaine d'années. Merci à vous, tout dit à Younes, analyste géopolitique. Gamal, on referme la question, elle reste et demeure. On a plus ou moins l'impression qu'il faut aller le plus rapidement possible à cet accord de paix, au risque véritablement de voir ce qui reste encore, ce qu'il en reste de l'Ukraine aujourd'hui, eh bien, basculer définitivement vers la Russie. Comment réussir donc à articuler tout cela dans un environnement où, eh bien, le président Vladimir Poutine l'a d'ailleurs dit, l'Union européenne semble davantage s'engager pour la guerre que pour la paix. Je pense que oui, ce qui est dit, bon, il y a beaucoup d'effets d'annonce, hein, moi je ne prends pas du tout à cette histoire de guerre, mais ce qui est dit par l'Union européenne, c'est juste l'expression d'une frustration. Ils ont voulu croire, des boniments des décideurs européens, ont voulu croire une Ukraine puissante qui pourrait battre la Russie parce qu'ils ont cru
et c'est une énorme erreur de leur part, que la Russie de 2020 était la Russie de 90, de l'ex-URSS en perdition, en perte de pouvoir, en perte de puissance, en perte d'hégémonie, en perte évidemment de capacité financière et technologique. La Russie 2020 a été largement, enfin 2022 pour être précis, a été largement réarmée par Poutine, largement a quitté le communisme pour un modèle économique différent, mais qui privilégiait aussi la création de richesses. La Russie de 2020 n'était pas une Russie pauvre, c'est une Russie riche, qui a des moyens et des ressources illimitées, qui a su démontrer avec des alliances importantes et stratégiques, puisqu'elle est quand même, il faut l'oublier, membre des BRICS, membre fondatrice quasiment, qu'elle est membre de Shanghai, de l'organisation de Shanghai. Il fallait plusieurs écosystèmes comme ça où les Russes sont bien placés, qu'elle a des capacités propres qui lui permettent quasiment de vivre en autarcie. Ça, les Européens n'ont pas escompté cela. Qu'elle a su rattraper son retard technologique et de loin, surtout dans le domaine militaire. Donc la Russie, de cette nouvelle Russie en l'occurrence, est de loin supérieure à ce qu'était l'URSS. Et surtout, elle n'avait pas la charge de tous les pays de l'Est, qui était un coût considérable à gérer en termes sécuritaires et en termes de contrôle direct des territoires. Donc cette Russie avait les moyens largement de faire face. La Russie a toujours été, pendant l'époque de Poutine, enfin pas de Poutine, de ce qui le précédait, d'Eltsine, elle était largement humiliée par l'Occident. On l'avait vendue à la découpe. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une nation très puissante avec un soutien massif de la population, plus de 80% d'adhésion au travail de Poutine. Et donc cette Russie-là ne pouvait pas être vaincue. Mais l'Europe n'a pas anticipé cela, a été mal conseillée, parce que manifestement les conseillers ne sont pas les payeurs, et on cru naïvement pouvoir mettre la Russie à genoux en très peu de temps. J'en veux pour preuve, le discours le plus idiot qu'on ait entendu de l'histoire du discours idiot, c'était celui de Le Maire qui avait expliqué, et en plus de façon très violente, qu'il allait faire payer au peuple russe le choix de soutenir Poutine et qu'il mettrait la Russie à genoux. Le petit Le Maire expliquait aux géants russes qu'il allait l'impacter. Le géant russe l'a même pas regardé tellement il était ridicule. Mais c'est vrai que quand on a un ministre de l'économie qui sort des absurdités pareilles, soit il est mal conseillé, soit il devrait faire un tour chez l'ophtalmo, ou mieux, consulter un psy qui pourrait l'aider à faire passer ses problématiques liées à la testostérone et à ses frustrations personnelles. Mais de dire un truc aussi stupide, c'est quand même impressionnant. Donc quand on a des gens aussi minables comment dans l'Europe, qui n'ont aucune projection dans l'avenir et qui ne s'inscrivent pas dans une logique de géopolitique multilatérale aujourd'hui, puisqu'on est revenu dans un monde multilatéral, quand on a ça, évidemment, forcément, on fait des fautes très graves et qui ont des conséquences lourdes, non seulement pour l'économie des pays, mais pour les peuples. Parce que l'Europe est en panne, est en récession, il faut le dire. Hein. On cache les chiffres réels, mais il y a bien une récession largement active et que les pays qui n'ont pas de récession actuellement en Europe sont les pays, sauf la France, bien évidemment, comme toujours, méditerranéens. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie et même un peu la Grèce qui redémarre. Ces pays-là sont en train de prendre des points de croissance parce qu'ils se sont ouverts au sud. Et ils ne vont pas fermer la porte à l'Est, selon un s'en faut. On sent qu'il y a des crispations entre certains pays d'Europe et la Russie, mais ces crispations vont vite se dissiper à la faveur d'une relance économique voulue et des intérêts géoéconomiques et géostratégiques bien compris. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, bien, l'Europe s'est fourvoyée. Elle a voulu écouter les bidonneries, comme je dirais, de Biden, et elle a voulu effectivement s'engager dans un conflit inutile qui allait littéralement l'atomiser. La Russie est très puissante, l'a toujours été, que ce soit celle des tsars, des communistes et aujourd'hui de Poutine. La Russie, on dit souvent, est éternelle. Bon, j'aime pas ces termes, ils sont ridicules, mais c'est vrai qu'elle a c'est quand même quelques siècles d'existence. Et la Russie, surtout, c'est quand même le plus grand pays européen et le plus grand pays au monde en termes fédéral. Hein. Donc, il faut être sérieux avec ça. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. On a voulu humilier la Russie, on a voulu la réduire, on a voulu l'affronter. Bilan des courses, c'est la Russie qui a totalement gagné. Et maintenant, le théâtre mondial d'opérations qui va redéployer la Russie et la Chine en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, va être de plus en plus tendu parce qu'effectivement, l'Europe qui se recroqueville, l'Occident qui se sent en perte de vitesse, va certainement se radicaliser. Et comme je disais Jacques Vergès un soir avec lequel j'avais dîné, il disait la bête, en parlant de l'Occident, est frappée. La bête, parce qu'elle est frappée, est devenue dangereuse. Mais c'est les signes de la fin de la bête. Donc il en parle d'une façon presque religieuse, eschatologique, mais il n'en demeure pas moins qu'il avait raison là-dessus. Allez, vous avez fait quasiment un cours d'eschatologie, Gamal Labina. Merci infiniment à vous, très chers messieurs, d'avoir été des nôtres de temps de cette réflexion en télévision d'Oudi Younes. Merci infiniment, cher ami. Ça fait un moment, c'était pas vu en télévision. On espère vous retrouver très bientôt pour d'autres séquences de réflexion. Charlie, vous étiez des nôtres depuis Yaoundé. Merci infiniment à vous, cher ami, pour vos contributions ô combien importantes. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis.
Eh bien, c'est ici que se referme cette autre édition de Regard sur le monde. Mercredi, on y sera avec peut-être les mêmes intervenants, mais forcément une autre thématique. Prenez soin de vous, bonsoir.